épisode d'Inspire-toi. Aujourd'hui, je reçois Gabrielle Garcia, aussi connue sous le nom de Gabi Gatineau. Allô? Allô? Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Avant de commencer, là, je veux juste prendre 2 petites minutes pour vous faire un avertissement. C'est la première fois que je vais avoir un épisode avec un sujet un peu plus sensible. Donc, on va porter l'épisode sur la toxicomanie et d'autres sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. Fait que c'est pour une auditoire avertie. Fait qu'avant qu'on commence, Gabi, là, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu me parles un peu des grandes lignes de ta vie, puis après ça, on va se lancer dans les questions. Bon, alors, je m'appelle Gabi Gatineau, j'ai 33 ans, je suis une ancienne toxicomane, je suis présentement en rétablissement. J'ai consommé de la drogue pendant 10 ans, ça fait maintenant 7 ans que je me rétablis, que je suis sobre à 100%, puis les grandes lignes de mon enfance... Ma mère biologique était une immigrante allemande. Elle est arrivée au Québec. Elle pouvait pas s'occuper de moi. Elle est tombée dans la drogue, la prostitution. Elle a consommé de la drogue pendant qu'elle était enceinte de moi, dont de l'héroïne, de la cocaïne et de l'alcool. Et lorsque je suis née, j'étais née avec beaucoup de sevrage, beaucoup de problèmes de mobilité. J'ai été mise dans la DPJ tout de suite. Première famille, n'ont pas été capables de s'occuper de moi après 2 mois parce que j'étais un bébé qui régurgitait beaucoup, qui avait des problèmes de mobilité, qui était très, très dur. Puis ils ont dit, ben on n'a pas le bagage pour s'occuper d'elle, on vous la redonne. Ils m'ont amenée dans la 2e famille. Ma mère biologique est venue me visiter peut-être 2 ou 3 fois, puis après ça, elle est partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans dans la famille portugaise-québécoise dont je suis. Puis, problème de mobilité jusqu'à l'âge adulte. Problème je régurgitais jusqu'à l'âge de 1 an. Problème de santé mentale qui s'est développé à l'adolescente, très violente avec mes sœurs. Problème d'apprentissage, TDAH, TPL aussi. Puis extrêmement suicidaire dès un jeune âge. Puis c'est surtout ça mon enfance avant l'adolescence. OK. Un bébé qui naît drogué, est-ce que c'est... mis à part physiquement, il peut-tu avoir d'autres... est-ce que ton intérieur, là, dans le sens tes organes, il peut-tu avoir des problématiques? Ou c'est vraiment plus le physique? Comme là, tu dis que tu régurgitais. Est-ce que ça faisait partie des raisons de... C'était-tu à cause de ça ou c'était autre... Définitivement. Mon physique était très crispé. Comme un bébé, c'est très mou. Ben moi, j'étais extrêmement dure puis je régurgitais tout le temps, là, comme des jets, genre de exercise. Okay. C'était juste comme projectile, là, vraiment intense, jusqu'à l'âge de 1 an. De la misère à marcher, de la misère à parler, vraiment beaucoup de problèmes d'apprentissage en tant que bébé. C'est très, très normal, ça. C'est que moi, dès que j'étais un fœtus, dès le début, ma mère, elle a consommé de la drogue. Puis quand je suis sortie, ça a été comme, OK, en sevrage intense. Fait que mes premiers mois étaient extrêmement difficiles pour moi. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils font pour sevrer un bébé? Est-ce qu'ils peuvent rien faire, dans le fond? Rien faire, faut juste attendre. C'est littéralement, je pleurais, je chignais, c'était juste... Je sais pas, je m'en rappelle pas, là. Oui. Mais à ce qui paraît, j'étais un bébé très, très difficile. Puis j'en ai fait vivre beaucoup à mes parents adoptifs. Pas seulement en étant bébé, mais plus tard dans l'adolescence, puis en étant adulte. Fait qu'il y a eu beaucoup de répercussions dans ma vie à cause de ça. Mm-hmm. Moi, je connais pas beaucoup le milieu de la toxicomanie, mais j'ai déjà entendu qu'une personne, justement, qui consomme énormément, qui arrête du jour au lendemain, ça peut être même dangereux là, pour sa vie. Est-ce que ça peut être dangereux pour un bébé? Est-ce que tu étais suivie? C'est compliqué de suivre un bébé, tu sais, parce qu'il fallait tout le temps l'accord de la mère biologique. Okay. Puis, puisqu'elle n'était pas là, elle donnait pas son accord. Fait que là, la DPJ essayait de m'aider, les parents ils essayaient de m'aider. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a sauvé la vie, là, pour de vrai? C'est que dans la famille où j'ai été adoptée, il y a un bébé trisomique, Myriam. Elle a juste 1 mois de plus que moi. Fait que, on est comme des jumelles, des fausses jumelles. Puis, qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est que ce bébé-là, Myriam, avait tout le temps besoin d'aide particulier, puis ils apportaient Myriam au docteur, puis sous la table, il était comme « Hey, docteur, ça te tente-tu de la checker en même temps? » Sans avoir l'accord de la mère biologique parce qu'elle disparaît tout le temps. Elle était pas là pour m'aider, elle était pas là pour donner son accord. Fait que, tu sais, ils m'ont sauvée grâce à ça. Ils ont fait ça, genre, illégalement, mais grâce à ça, ça m'a tellement sauvé la vie, là. Puis c'est quoi les problèmes de mobilité que tu as aujourd'hui? Plus aujourd'hui, mais tu sais, mes parents, ils m'ont inscrit à toutes sortes de danses, à essayer de comme avoir de la souplesse, puis bien marcher, puis tu sais, toutes ces choses-là. Puis c'est drôle parce que mes parents m'ont inscrit à de la danse, à du ballet, à du belly dancing, à plein d'affaires. Puis c'est seulement en étant adulte et sobre que j'ai été dans une école de hip-hop, puis j'ai fait un spectacle de mes parents. Mes parents, ils étaient comme...
wow, c'est là qu'on voit la différence de ta mobilité. T'sais, avant, t'étais pognée, tu dansais comme ça. Là, tu danses, t'es bien. Comme ils ont vu la différence en tant qu'adulte. Quand j'étais capable de bien danser, j'étais comme, OK, il y avait vraiment des répercussions que moi-même, je ne voyais pas et je comprenais pas parce que pour moi, c'était normal de bouger comme ça. Tu as été adoptée à combien de mois? Officiellement, à l'âge de 2 ans. OK, mais tu as été dans ta famille actuelle à partir de quel âge? 2 mois. 2 mois. Fait que dans le fond, tu as fait 3 familles avant de trouver la tienne. Non, j'étais avec ma mère biologique, okay. Puis elle a même pas eu le temps de me tenir dans ses bras que la DPJ était là parce qu'elle est arrivée gelée à l'hôpital. OK. Fait que là, ils ont fait, OK, on appelle la DPJ, on va faire naître le bébé en césarienne. Puis tout de suite, la DPJ était là, qu'elle a pas eu le temps de me tenir dans ses bras, qu'il m'avait déjà amenée dans une première famille. La première famille pouvait pas s'occuper de moi. Après 2 mois, ils ont fait, on peut plus, c'est trop. Puis la deuxième famille, ils m'ont pris. Puis après 2 ans, ils m'ont adoptée parce que ma mère biologique, elle a juste disparu. OK. Puis une personne, quand on adopte un enfant, il y a un délai que le parent biologique peut revenir pour après un an. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais après 1 an, il peut plus revenir, c'est ça? Non, c'est ça. C'est après 1 an que le parent ne montre plus d'intérêt envers l'enfant et ne se présente plus aux rencontres. C'est là que l'enfant devient adoptable. OK, parfait. Je suis très adoptable. Mais pour tes parents, là, quand je vais dire tes parents, là, je parle de tes parents Mes parents, actuels. c'est mes parents adoptifs, c'est mes vrais parents pour moi. C'est ça, oui. Parfait. Fait que pour tes parents, est-ce que c'était quelque chose de difficile de pas savoir s'ils allaient te perdre du jour au lendemain ou ta mère biologique donnait vraiment zéro signe de vie? Non, là? zéro. Comme, en fait, elle est venue me voir en tant que bébé comme 2-3 fois, puis elle savait pas comment s'occuper d'un bébé, genre, elle savait pas comment me donner le bain, elle savait pas comment m'habiller, elle m'habillait super chaudement en été, elle avait comme pas de tact, elle savait pas comment faire ça. Puis là, un moment donné, elle était enceinte de son 3e, puis elle a juste fait, bon, ben, moi, je m'en vais. Comme, elle est littéralement venue voir mes parents, puis elle est comme, ben, j'en ai un 3e, puis je vais m'essayer avec lui, puis je m'en vais. Puis elle est partie. Puis on sait pas où. Puis c'est ça, elle a dit qu'elle avait un centre de rétablissement aux États-Unis qu'elle allait faire. OK, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, ils l'ont sûrement dit à la DPJ. Puis après 1 an de pas de nouvelles, ben là, la DPJ est allée voir la famille d'accueil. Puis là, ils ont fait, bon, ben regardez, vous avez le premier choix. Vous l'avez depuis ce temps-ci. Est-ce que vous voulez la garder? Sinon, elle retourne dans le système. Puis mes parents, ils étaient tellement en amour avec moi, surtout mon père. Puis c'est mon père qui a fait les papiers d'adoption. Il dit, on la garde, on l'aime. Puis j'étais comme, oh, merci. Ouais. T'as été, je vais dire chanceuse là, dans ta malchance, mais de tomber sur une bonne famille aussi, parce que des fois, on entend des histoires d'horreur là, dans les familles d'accueil, tu sais, de la DPJ. Est-ce que tu as déjà connu des gens en famille d'accueil qui vivaient des troubles? Est-ce que pour toi, ça a toujours été quelque chose que tu disais, j'ai quand même été chanceuse, même si tu as eu un parcours un peu plus rock'n'roll? Pas en étant enfant. En étant enfant, tu sais, parler qu'on est dans la DPJ, c'est pas quelque chose qu'on est conscient, qu'on parle, qu'on pose des questions. Moi, la seule chose que je savais, c'est que j'étais adoptée. OK. Fait que dès que je voyais qu'un autre enfant est adopté, c'était ça notre point en commun. Tu sais, comme Doriane, qui vient de la Chine, a été adoptée par des parents blancs. Je le sais qu'elle est adoptée. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on se parlait de ça. Mais DPJ, c'était pas quelque chose que c'était si flagrant que ça. Fait que non. Est-ce que ça a été une discussion dès ton jeune âge ou... Oui. Okay. Ma grand-mère portugaise, un moment donné, on était en train de plier le linge, puis elle dit, tu sais, Gabi, que t'es adoptée. J'étais, qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit, t'es juste spéciale. Là, j'ai dit, OK, je comprends pas. Fait que là, tu sais, je posais des questions. Puis là, éventuellement, mes parents, quand j'étais capable de comprendre, ils me l'ont jamais caché. Jamais, jamais. C'est juste qu'à chaque fois qu'on en parlait, ça m'amenait beaucoup d'émotions que j'étais pas capable de gérer. J'avais un problème de gérage d'émotions. Puis dès que j'avais un trop gros d'émotions, je savais pas quoi faire, je devenais violente, je criais, j'envoyais chier. Puis c'était juste, ils ont dit, OK, on va arrêter d'en parler. Si à chaque fois ça s'en vient comme ça, c'est un sujet qu'on n'amènera pas, tu sais. Mais à chaque fois, je voulais le savoir. Mais plus qu'ils m'en parlaient, plus que ça me fâchait. Qu'est-ce qui te fâchait? Le fait de te sentir rejetée par ta mère biologique? L'abandon, le fait que, tu sais, j'ai été adoptée, mais moi, dans ma tête, j'étais encore, non, elle va revenir. Tu sais, je tissais en attendant. Tu sais, j'étais comme, non, oui, ils sont bien, c'est papa, maman, mais j'ai une vraie mère à quelque part. Cette vraie mère-là, elle va revenir me voir. Tu sais, elle va, she's gonna claim me back. Mais j'attendais sur quelque chose qui n'est jamais arrivé. Puis la journée, je l'ai rencontré, c'était vraiment pas qu'est-ce que je m'attendais. Tu sais, j'étais comme, ouais, finalement, je suis contente d'avoir été adoptée, là. Est-ce que ça a été dur pour toi, vu que tu avais cette frustration-là, puis tu sais, toutes ces émotions-là, est-ce que c'était dur pour toi de créer un lien avec tes parents? Oui, énormément. C'est difficile parce que comme je ressemble à personne. Tu sais, OK, oui, on est tous blancs.
puis on est tous européens. Mon père, il est québécois, ma mère est portugaise. Moi, je suis allemande mélangée avec quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, aux yeux des autres, personne pense que je suis adoptée. T'sais, en plus, il y a un bébé trisomique. Là, on est 6 enfants à la maison. Ils ont 5 enfants biologiques à eux, puis moi, je suis adoptée là-dedans. Fait que pour eux, c'est comme, pourquoi adopter un enfant? T'sais, aux yeux des autres, c'est comme, pourquoi adopter un enfant quand vous en avez déjà 5? Fait que, tu sais, le monde de l'extérieur, il le voyait pas, il le croyait pas, ou il se disait, ben s'il y en a une d'adoptée, ça doit être celle qui est trisomique. Okay. Avec tout le monde, quand mon père, il jouait, ben devinez, c'est laquelle qui est adoptée? Tout le monde est comme, la trisomique? Non! Fait que c'est ça. Mais moi, je regardais tout le monde, puis j'étais comme, ben toi, tu ressembles à maman, toi, tu ressembles à papa. Puis moi, je me voyais pas m'identifier à personne, puis ça l'a vraiment amené une crise identitaire énorme pendant l'adolescente. Oui. Puis à quel moment dans ta vie, parce que c'est sûr et certain que je pense, ben là, je suppose que tes parents t'ont sûrement pas dit, mettons, à 5 ans, toi, t'es né drogué d'une mère qui s'est prostituée, là. Pas à 5 ans. À quel âge qu'ils ont amené ça? Je pense que c'est plus vers l'adolescence, quand j'ai vraiment voulu comprendre la raison de mon adoption, tu sais. Aussi comprendre que moi, vers l'adolescence, je voulais commencer à consommer moi. J'ai commencé à montrer des signes de santé mentale, tu sais. Puis que là, ils ont fait, OK, il va falloir qu'on ait une conversation parce que elle est... plus à risque que n'importe qui d'autre, tu sais, de consommer, de devenir comme elle, tu sais, de vraiment avoir des comportements qui sont très dangereux. Fait qu'ils ont eu ces conversations-là avec moi, mais j'ai jamais été au plus profond de ces conversations-là. C'est seulement en étant adulte que j'ai vraiment tout compris, tu sais, de d'où ma mère vient, pourquoi est-ce qu'elle consommait, tu sais, elle aussi, elle s'est fait abuser sexuellement par son père, tu sais, pourquoi elle s'est enfuie de ses chez parents pour venir ici, tu sais, c'est comme toutes ces choses-là que mes parents, eux non plus, ne le savaient pas, mais que quand j'ai eu ces conversations-là avec le centre de DPJ, puis ma mère biologique, c'est là que j'ai compris toutes ces choses-là. Parce que tu l'as rencontrée à l'âge adulte, ta mère. Je l'ai rencontrée à l'âge adulte à partir de 19 ans. J'ai fait la demande. Comme ça se passe, c'est que moi, l'enfant, je dois faire la demande. Puis après ça, ils vont demander si le parent veut rencontrer l'enfant. Oui, il y a comme une rencontre psychologique séparée qui se passe. C'est comme, OK, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Puis là, après ça, quand ils ont jugé qu'on était stable mentalement, ils nous ont fait rencontrer. Puis j'ai essayé de garder un lien avec elle jusqu'à mes 21 ans, mais après ça, j'étais comme, OK, c'est assez, là. Même si c'était encore une prostituée, elle est encore sous l'emprise d'un pimp, elle travaille pas, tu sais, elle est sur le BS parce qu'elle a attrapé des maladies. Puis tu sais, j'étais comme, à chaque fois que j'étais avec elle, c'est comme si je m'occupais d'un enfant. Ouais. Elle posait tout le temps des questions comme, je peux-tu fumer une cigarette? Je peux-tu aller à la salle de bain? Je peux-tu faire ça? J'étais comme, mon Dieu, c'est-tu moi le parent? Puis elle me mentait beaucoup. À chaque fois, j'essayais d'avoir des rendez-vous avec elle. Je suis comme, OK, on va faire un souper pour Thanksgiving. Comme, oui, puis là, dernière minute, je me déplace, puis elle n'est pas là, elle répond pas. Elle est là, mais je l'ai, mais elle répond pas. Ouais. Fait que j'étais comme, ça change rien. T'sais, j'ai tellement rêvé d'avoir une relation avec elle que quand c'était arrivé, c'était pas ça. C'était pas ça l'idée que je me faisais d'avoir une mère. J'étais comme, ma mère biologique, ça va être elle, ça va être ça. Je l'avais tellement mis sur un piédestal parce que je voyais tout le monde avoir des bonnes relations avec leurs parents biologiques. J'étais comme, ça va être ça quand je vais la retrouver. Finalement, ça l'était pas. C'était comme, j'ai compris pourquoi j'ai été adoptée, puis j'ai vraiment été capable de plus aimer ma vraie famille, ma famille adoptive, ce qui est ma vraie famille aujourd'hui. Oui. Puis plutôt, dans le fond, que de te réparer avec cette rencontre-là, ça te blessait davantage. Oui. Fait que, à un moment donné, faire cette coupure-là, de dire, OK, je mets un stop à essayer d'avoir cette relation-là, c'est quand même un deuil à faire. Oui, c'est un deuil. Comment t'as vécu ça? Ça a été très difficile, puis c'est seulement en étant en maison de rétablissement qu'on m'a conseillé de commencer un journal intime sur le sujet. De faire comme si je lui parlais. De faire comme, OK, tu veux pas la rencontrer en personne, mais qu'est-ce que tu lui demanderais? Qu'est-ce que tu voudrais lui pardonner? Qu'est-ce que, tu sais, de te mettre à sa place? Qu'est-ce que tu penses qu'elle va te répondre? Fait que comme de lui demander pardon et qu'elle me demande pardon, je l'ai écrit à moi-même. Puis j'ai été capable de comme m'offrir ce cadeau-là en m'offrant un deuil qu'elle serait sûrement jamais capable de m'offrir. Oui, c'est un gros travail, je pense, à faire. Ça dure beaucoup d'années, probablement. Ça doit pas s'être fait en quelques mois. Non. Là, tu sais, quand tes parents t'ont parlé de la raison pourquoi tu avais été adoptée et tout ça, ils t'ont parlé, j'imagine, du fait que tu étais née droguée. Ils t'ont mis... comment ils ont approché la drogue, là? Tu sais, dans le sens que il y a beaucoup... Tu sais, je vais dire, il y a des enfants qui vont jamais toucher à ça de leur vie, puis qui vont, mettons, passer au travers du secondaire sans même s'en faire offrir. Puis il y en a d'autres qui vont avoir envie d'essayer plein de choses. Est-ce que tes parents, ils étaient stressés? Est-ce qu'ils ont amené un genre de discours à te mettre en garde envers ça? Oui, puis non, parce qu'il n'y avait pas le bagage.
ils savaient pas comment, tu sais, mes parents, ils ont pas fait de drogue. Ma mère a fumé pendant un bout, puis elle a arrêté, tu sais, parce que c'était pas bon pour la santé. Puis une fois de temps en temps, ils vont boire, mais comme c'est pas du monde qui vont se saouler, là. Fait que chez nous, il y a pas de problème de dépendance. Fait que c'est même pas un sujet à aborder, c'est juste comme, pour eux, dans leur tête, c'est comme, pourquoi tu fais ça? C'est stupide. Comme, pourquoi? Genre, il y a d'autres choses à faire. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à consommer, je le cachais très bien, jusqu'au moment qu'il y ait des conséquences sur mon comportement. Puis que c'est là que je suis devenue un danger pour ma famille. Je suis rendue extrêmement violente. Je finissais pas mes cours, je finissais pas mon secondaire. J'étais rendue très violente physiquement. Tu sais, j'avais fait des menaces de mort à ma mère. Je voyais un psychologue, puis tu sais, ils ont fait, comme ma famille, ils ont fait une intervention, là, comme qu'on voit dans les films, là. T'arrives dans une salle, tout le monde est assis, tout le monde a une lettre, on t'aime, s'il te plaît, arrête. Tu sais, c'était comme, c'est ça, le point de comme, OK, le bas fond pour eux, c'est comme, ben là, il faut qu'on t'aide, il faut que tu nous écoutes. Puis moi, à ce moment-là, j'étais comme, fuck you. Ouais. Non, vous comprenez pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comme adolescente, là. J'étais comme, nanana, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que, comme, à 18 ans, mes parents, ils ont fait, OK, ben, si t'es pas prête à aller chercher l'aide psychologique qu'on va te donner, ben malheureusement, on va être obligé de te demander de quitter la famille puis quitter la maison parce que c'est rendu un danger. Il faut qu'on se protège. Oui. Puis toi, parce que là, moi, je te parle d'un point de vue d'une personne qui a jamais consommé. Là, fait que j'ai aucune idée, mais ça a été quoi la première fois que tu as consommé? Est-ce que t'étais au secondaire puis genre tes amis te disaient « Ah, t'essayes-tu? » Ou c'est toi qui avais envie d'essayer? Ouais, ben ça a commencé avec l'alcool. Tu sais, cigarette, alcool, petit party, OK. Premier party sans adulte. Okay. On s'en va chez notre ami, il y a de l'alcool, OK, cool. Il y a de l'alcool un peu partout. On sait comment est-ce que les adultes, ils boivent et tout. Fait que, tu sais, on volait de l'alcool chez nos parents, on s'en allait là, on buvait, on devenait sous super rapidement, on faisait les cons. Puis, tu sais, le fait de faire les cons m'apportait une sorte de comme approbation de mes amis, puis tout de suite j'ai cliqué, tout de suite j'aime ça, j'aime avoir l'attention, j'aime me dire Gabi t'étais drôle, Gabi t'as fait ça, Gabi oh my god t'es capable de prendre l'alcool puis de faire ci. J'étais ouais, j'arrive à avoir de l'amour, j'arrive à avoir de l'approbation, j'arrive à avoir comme de l'acceptance, parce que moi j'étais pas capable de vivre avec moi-même, puis j'étais très awkward en étant jeune. Fait que tu sais, pour une fois au secondaire, je me faisais des amis avec cette popularité là, puis là éventuellement ça a été le weed. Le weed, la première fois que j'ai consommé le weed, là, c'était comme révélateur pour moi. C'est comme si je retournais dans le ventre de ma mère. Ah ouais? J'ai tout le temps grandi avec un mal intérieur que je comprenais pas pourquoi. Puis la première fois que j'ai fait de la drogue, je me sentais finalement en paix avec moi-même. J'étais comme, oh my God, c'est ça qui manquait toute ma vie. T'sais, ça venait combler un manque? Oui, ça venait combler un manque. C'est comme, pour une fois, j'arrêtais de penser. Pour une fois, j'arrêtais de souffrir. Pour une fois, j'avais plus besoin de me poser des questions sur la planète Terre, puis c'est quand qu'on va mourir, puis c'est quoi ci, puis c'est quoi ça. Puis j'étais juste comme... Finalement, j'ai plus besoin de penser, ça me fait du bien. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que, tu sais, je comprends qu'il y a la dépendance, mais tu sais, il y a une différence entre dire j'essaye une fois, puis après ça, de décider de continuer. Toi, t'as continué parce que ça t'apportait un bien-être. Mm-hmm. À quel moment tu t'es dit, ben je passe du weed à autre chose? Les amis. C'était les amis vraiment, là. J'avais un groupe d'amis qui faisaient pas de drogue, qui étaient chill, qui étaient nice. Puis quand je les ai trouvés plates, parce que j'avais pas l'approbation ou comme la sensation d'être populaire, j'ai commencé à changer de groupe d'amis. Okay. Puis là, j'étais comme, eux, ils font de la drogue. Eux, ils écoutent du métal. Eux, ils jouent aux jeux vidéo. Eux, ils skippent les cours. Eux, ils se battent. Eux, ils font du jackass. Ils font toutes les affaires comme qui est cool au secondaire. J'étais comme, moi, je veux faire partie de ça. Fuck être bonne à l'école puis avoir des bonnes notes. Moi, c'était pas ça. Tu sais, être bonne à l'école, c'était pas ça qui était important pour moi, c'était être populaire puis être aimée. Oui. Fait que rapidement, j'ai compris que mon style vestimentaire, être un petit peu plus sexuel que les autres, faire ci, faire ça, j'étais comme ça m'amenait de la popularité. Puis j'étais comme, I like this is what I want. Fait que vite, j'ai été là-dedans. Puis je pense aussi que, surtout au secondaire, on cherche tellement l'amour des autres, mais encore plus quelqu'un qui a pas reçu l'amour de ses parents, ben de ton parent biologique, ta mère, tu sais, veux pas, même si t'étais bébé et que tu t'en es pas rendu compte, c'est un sentiment d'abandon qui est là, dans ton mental puis dans ton intérieur. Oui. Là, toi, t'as consommé du weed puis de la cocaïne. Vraiment plus que ça. Plus que ça, OK. J'ai tout touché sauf l'héroïne. OK. Mon Dieu, OK. Puis tout ça, t'as pris ça tout au secondaire? Non, ça a commencé au secondaire. J'ai fait ça de 16 ans jusqu'à 26 ans. OK. Puis, dans le fond, là, quand t'as commencé les trucs plus forts, est-ce que t'avais des symptômes physiques ou tu
continuais d'aimer ça puis de te sentir bien. C'est juste que, comme le weed me faisait plus un high comme je le voulais, après ça, c'était les pilules. Puis là, les pilules, c'était la nouvelle affaire. All right, je me sens encore mieux. On s'en fout du weed. J'ai comme un nouveau niveau d'atteint. Puis là, après ça, c'était la cocaïne. J'étais comme, oh my God! C'est comme un pouvoir. T'es comme genre superwoman. Pour ceux qui n'ont jamais pris de la cocaïne, c'est une décharge de dopamine à 400% dans ton cerveau. Fait que, tu sais, la vraie cocaïne dure 15 minutes. Mais ça dure plusieurs heures, c'est à cause que c'est coupé avec plein de choses, puis c'est rare que tu trouves de la vraie cocaïne. Tu sais, moi, j'ai sniffé de la vraie cocaïne 2 fois dans ma vie, puis c'était comme intense. J'étais comme, OK, là, je voyais vraiment la différence. Mais c'est tellement coupé avec du speed, avec du fentanyl, avec plein d'autres affaires, cochonneries, parce qu'ils veulent justement se faire un profit sur la cocaïne puis tout le reste, que c'est comme tu mets plein de choses dans ton système que quand t'en fais pour la première fois, tu recherches ce buzz-là encore et encore et encore et encore. Fait que tu sais, je suis comme, cette fois-ci, je vais l'avoir. Oh non, prochaine fois, je vais l'avoir. Fait que t'es comme à la recherche d'un buzz de bien-être qui disparaît à chaque fois que t'en fais de plus en plus. Est-ce que pendant que tu consommais, t'étais consciente que ça devenait un problème? Non, parce que tout le monde consommait autour de moi. Tu sais, j'étais pas consciente parce que je me tenais avec du monde qui consommait. Fait que, tu sais, s'il y avait du monde qui me jugeait sur ma consommation, j'étais comme, ben, c'est vous qui êtes pas assez cool. Je vais juste changer d'amis. Fait que là, je changeais de monde qui consommait plus à tous les jours, qui se saoulait, qui faisait ci, qui était pas responsable avec leur travail puis avec leur argent. Fait que, tu sais, je upgradais, mais je downgradais en même temps, oui. Tu sais. Je comprends. Tu recherchais, dans le fond, des gens qui vivaient le mode de vie que tu avais envie de vivre. On parle d'alcool aussi, puis je sais, d'après tes vidéos, que tu as arrêté de boire également. Est-ce que tu as arrêté de boire parce que ça aussi, ça devenait un problème? Oui, définitivement. L'alcool est un gros problème pour moi parce que si je bois une bière, après ça, je me commande une ligne de poudre. OK. T'sais, c'est comme, c'est un va pas sans l'autre. C'est un trio. T'sais, c'est comme McDo, frites, absolument, of course. T'sais, fait que c'est comme, dès que je buvais de l'alcool, ça m'amenait dans un mood dépressif. Ouais. Puis là, la cocaïne, ça fait un mood super stimulant. Fait que c'est comme, ça se balance les deux. Puis au secondaire, comment tu faisais pour te payer ça? Parce que, ben, même dans ta vie de tous les jours, on s'entend, la cocaïne, j'ai aucune idée combien ça coûte, mais je sais que c'est assez cher. Comment tu fais à un moment donné pour... tu sais, tu devais pas faire 100 000 par année, certain, là? Non, mais quand t'es une belle fille, souvent, tu te fais inviter dans tes parties, puis les gars sont juste comme, sois belle, ferme ta gueule. T'sais, fait que moi, je me suis entourée d'hommes qui m'ont utilisée physiquement, sexuellement, qui m'ont abusée de toutes sortes de manières. Pour moi, c'était normal parce que pour moi, c'était ça l'amour. J'ai pas appris c'était quoi l'amour vraiment jusqu'à l'âge adulte en étant sobre et abstinente. Fait que pour moi, l'amour, je pensais c'était se plier en quatre pour un homme pour que lui soit satisfait avec ce que moi j'ai à offrir. C'était comme je me respectais pas pendant plusieurs années, puis souvent, j'ai rarement payé pour ma consommation, à moins vers mes dernières années, quand j'étais dans mon bas fond, que là, j'étais comme, OK, j'étais obligée de consommer, sinon je tremblais. Fait que là, j'étais comme, OK, il faut que je consomme à tous les jours de la cocaïne. Puis là, j'étais rendue, OK, j'ai pas d'argent. Le gars qui m'en donne, il veut pas m'en donner. Je vais vendre mes meubles. Puis je me suis retrouvée à tout perdre. J'avais plus d'argent dans mon compte en banque, je travaillais plus, j'avais plus de meubles, j'avais un matelas par terre, puis juste un sac de linge. Puis, à un moment donné, j'imagine que tu n'étais plus capable de payer ton appartement non plus. Non plus. Est-ce que tu t'es ramassée à la rue? Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai déménagé avec mon dealer. Ah, OK. Puis lui, il t'en donnait ou? Ouais, c'était mon chum qui est devenu mon dealer, qui m'a contrôlé avec la cocaïne pendant très, très longtemps, qui m'a abusé, qui m'a détruit mentalement à un point que je voulais me suicider. Ça, c'est quand, à ma dernière année que j'ai consommé à mes 26 ans, que ça m'a amené à un point que je voulais me tuer. Puis c'est ça qui a été comme le déclic pour moi. Comme je comprenais pas que je souffrais jusqu'au moment que j'étais comme, OK, je veux me tuer. À ce moment-là, tu as eu la réalisation. Ouais. Puis, comment tu t'es rendu compte, là, mettons, de tout ça? Là, tu t'as sombré dans la consommation jusqu'à quel point? Là, tu sais, on a parlé que tu as vendu tes meubles, que tu as déménagé avec ton dealer. Déjà, ça, c'est assez intense. Tu t'es fait contrôler par quelqu'un. Tu sais, la réalisation de ça, là, de se dire, hey, là, c'est un problème. Là. Puis là, tu sais, mettons, j'ai des pensées suicidaires. Qu'est-ce que tu as fait avec cette information-là? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller chercher de l'aide, ou tu savais pas trop par quel bout prendre ça? Je voulais mourir. Point. Je voulais juste mourir parce que pour moi, j'étais comme, je peux pas aller demander de l'aide. Tu sais, j'ai déjà refusé toute l'aide que mes parents me donnaient parce que toute ma vie, mes parents ont essayé de m'aider. Plus qu'ils m'aidaient, plus que je m'éloignais.
plus qu'ils voulaient m'aider, plus que j'étais comme non, vous comprenez pas, tu sais, je vais m'auto-saboter pour vous montrer à quel point que j'en vaux pas la peine. Fait que tu sais, ils pouvaient pas me faire confiance, je mentais tout le temps, je volais de l'argent, j'étais comme profiteur, j'étais juste comme mensonge après mensonge après mensonge, que mes parents ils étaient comme ben on va arrêter de l'aider, éventuellement quand elle va être prête, elle va venir nous voir. Puis je me suis tellement comme retirée du monde que j'avais plus personne dans ma vie à part le gars avec qui j'étais en relation avec mon dealer. Tu sais, puis ce gars-là, tu sais, il me manipulait, tu sais, il était comme OK, tu veux de la consommation, ben il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça. Tu sais, il avait pris j'avais plus d'argent dans mon compte en banque puis je travaillais pour lui. Tu sais, je faisais des petites affaires ici puis là, puis c'était juste comme à un point, j'étais comme, je vais pas aller chercher de l'aide, j'ai trop honte, je vais juste mourir. Fait que pendant une semaine, j'ai essayé de me suicider en faisant des overdoses de cocaïne. Tu sais, fait qu'à chaque fois, je consommais, je mélangeais plein d'affaires, puis je me dis éventuellement, mon cœur va juste exploser, puis je vais partir, puis je vais être en paix. Puis j'étais bien avec cette décision-là. Tu sais, puis j'étais tellement habituée de consommer autant de drogue à tous les jours que ça me faisait plus effet. Tu sais, c'était juste pour arrêter les shakes. Tu sais, je me lavais plus les dents, mes dents, ils bougeaient, ils saignaient, je me lavais plus dans la douche. Tu sais, comme littéralement, si je prenais le temps d'aller me laver, je manquais des minutes de consommation. C'était ça dans ma tête. Tu sais, comme je peux pas aller me laver, je vais manquer une ligne. À ce point-là? Là? Oui, c'était comme, je voyais pas la lumière du jour, tu sais, j'avais plein de boutons, j'étais maigre, je mangeais pas, puis j'avais plein de problèmes de santé, mes dents bougeaient, mon nez était bloqué, j'avais des problèmes de vision, comme tout était en train de comme se désintégrer à l'intérieur de moi. Puis j'ai essayé de me suicider plusieurs fois jusqu'au moment que, OK, ben ça fonctionne pas. Après nuit, finalement, le lendemain, je me réveille. J'ai réalisé, bon, j'ai pas assez consommé. Ce soir, je vais plus reconsommer pour essayer. Je vais mixer avec ça. Ça marchait pas. Puis éventuellement, je me suis dit, bon, fuck it, je vais juste me gazer. Ah oui. Puis je vais me gazer dans le char de mon ex pour qu'il puisse me trouver le lendemain. Parce que je veux qu'il se sente mal, je veux que la police soit appelée, puis je veux qu'il se fasse arrêter, puis je veux qu'il soit dans la merde. Puis c'était ça mon plan. Puis j'avais fait ma lettre de suicide pour demander pardon à ma famille, puis demander pardon à ma sœur, puis de juste dire « Je m'excuse pour ça, mais je suis en paix avec cette décision-là. J'ai juste trop mal, puis je sais plus comment faire, puis je me vois pas être capable de continuer dans la vie. J'ai pas d'argent, je savais juste pas que je pouvais aller chercher de l'aide. J'étais comme « Mais non, j'en vaux pas la peine. » Tu sais, je me suis fait agresser, je me suis fait violer. C'est comme « Qui voudra de moi après ça? » Tu sais, mais je suis une salope, je suis un rejet de la société. Qui voudra m'aider? Fait que là, j'étais comme, fuck it, je vais me gazer. Puis la soirée que mon chum, il était là, puis qu'il dormait, j'ai pris ses clés, puis je voulais aller dans son truck. Puis c'est un truck de construction, fait qu'il y avait des tuyaux en arrière, il y avait plein d'affaires. J'étais comme, facile me gazer avec ça. Puis au moment que j'ai voulu sortir pour aller me gazer, c'est là que j'ai vu une lumière. Puis moi, je croyais pas en Dieu. Moi, j'étais comme, OK, j'ai grandi dans une famille très catholique, j'étais un enfant de cœur, mais je suis devenue athée très rapidement parce que je me suis dit, ça se peut pas que Dieu existe. Si pour me faire souffrir de même, fait que j'étais comme Dieu existe pas, c'est pas vrai. Puis au moment où est-ce que j'étais prête à me tuer pour de bon, j'ai vu une lumière, puis la lumière, elle m'a parlé, elle m'a dit Gabi, ça vaut pas la peine que tu meurs. T'as un beau destin qui s'en vient, faut juste que tu sois capable d'aller chercher de l'aide, puis tu vas voir, la vie va être très belle et très bonne. Puis j'ai senti une grosse chaleur m'enlever comme toute ma douleur, mon ego, mon orgueil. Puis c'est avec ce courage-là que j'ai été capable d'aller voir mes parents, puis leur dire « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller en maison de rétablissement. » C'est horrible. En même temps, merci de me dire ça. Moi, je suis chamboulée de ce que j'entends, j'en reviens pas. Vivre quelque chose d'aussi terrible, tu sais, comment tu fais à un moment donné pour te remettre de ça? Pour te reconstruire? Ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps. Tu sais, là, je parle avec éloquence, je suis belle, je suis bien, je suis en santé, mais comme là, je suis rendue, je vais avoir 8 ans d'abstinence cet été. Mais ça m'a pris comme 8 ans pour me rendre là où est-ce que je suis. Parce que dans mes premières années, oui, j'ai arrêté de consommer, mais mentalement, j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi. Mm-hmm. J'avais besoin d'être bien avec moi-même, de recommencer à m'aimer, de recommencer à trouver c'était qui Gabi avant la drogue. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, Gabi, quand elle était jeune? J'aimais ça me déguiser, j'aimais ça être devant la caméra, j'aimais ça faire des jokes, j'aimais ça aider le monde. J'étais comme, OK, il faut que je retrouve cette personne-là que j'ai perdue. Puis ça a pris beaucoup de thérapie, avec des meetings de Narcotiques Anonymes, avec une psychologue que je voyais régulièrement, en lisant énormément de livres sur le sujet. Puis c'est vraiment un jour à la fois que j'étais capable de le faire. Tu repoussais beaucoup l'aide que tes parents voulaient t'apporter, puis tu disais tantôt que tu voulais leur montrer que t'en valais pas la peine. Est-ce que tu penses que, dû au sentiment d'abandon que tu as vécu, tu te disais, je vais abandonner
avant qu'eux m'abandonnent? Définitivement. Ouais, hein. Puis j'ai lu beaucoup sur le sujet, sur la blessure de l'abandon. Puis aujourd'hui, j'ai compris pourquoi je faisais ça. Tu sais, quand t'es enceinte, tu donnes de l'amour à ton bébé pendant 9 mois. T'as hâte, tu y parles, tu caresses, t'écoutes de la musique, tu fais plein de choses. Moi, ma mère, elle a pas fait ça. Fait que moi, j'ai eu une blessure de l'abandon dès ma création en tant que fœtus. Puis là, une deuxième blessure quand que ma mère était pas là quand je suis née. Première famille après ça qui a pas été capable de s'occuper de moi. Puis là, une autre fois quand ma mère, elle a dit « Bon, ben je m'en vais », puis là, j'ai été adoptée. Fait que j'ai tellement vécu de blessures d'abandon que ça m'a vraiment appris à comme créer une carapace par-dessus moi. Puis au secondaire, j'ai eu comme plein de styles vestimentaires comme pour faire peur au monde. C'est comme, je me cherchais, une année, j'étais bohème, après ça, j'étais popoune, après ça, j'étais gothique, après ça, j'étais emo, après ça, j'étais tomboy. Comme je me cherchais tellement, puis je suis restée beaucoup dans le métallique, emo, rock girl, comme j'avais un mohawk. Ah ouais? J'avais un mohawk, mais une chance que les cheveux, ça repousse, man. Parce que j'avais un gros long mohawk, là, côté rasé, maquillage noir, des vestes en cuir avec une longboard, puis je voulais montrer que j'étais big. J'étais comme, je voulais faire peur au monde, je voulais être agressive, j'étais comme, toi, tu me feras pas mal. Parce que si je montre que je suis big, t'oseras pas venir me chercher, puis j'étais très violente, comme moi, je me battais dans les bars, là. Comme moi, quand je sortais dans les bars, mes amis, ils m'appelaient le pitbull. Okay. Parce que je mordais, puis je frappais, puis j'avais aucun problème à me battre avec des hommes. Comme moi, j'étais comme, yo, tu me feras pas mal parce que c'est moi qui va te faire mal en premier, comme que tu m'abandonneras pas parce que c'est moi qui va t'abandonner en premier. Ouais. Puis ça, souvent, ça revient dans la blessure de l'abandon, du fait que la personne va abandonner avant, mais dans tous les blessures, tu sais, la personne va rejeter avant. C'est difficile d'être capable de défaire ce pattern-là. Comment tu l'as travaillé? Beaucoup d'acceptation. L'acceptation de comme, OK, c'est ça qui s'est passé. Parce que des fois, on veut pas accepter, tu sais, que j'ai été abandonnée, que tout ça, je suis comme... Puis quand j'ai accepté que comme, OK, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, c'est pour ça que j'ai agi comme ça, de vraiment comprendre, parce qu'avant de lire ce livre-là, j'aurais jamais pensé à comprendre que, ou faire des recherches sur... J'ai pas reçu d'amour pendant 9 mois, j'ai reçu de la drogue. Puis j'ai sûrement reçu ben des pénis. Tu sais, ma mère était prostituée, là. Elle a continué à avoir des clients, là. Fait que, tu sais, c'est pas de l'amour, là, qu'elle a reçu pendant ces 9 mois-là, pendant qu'elle était enceinte de moi. Fait que, tu sais, elle s'est fait agresser, mais moi aussi, je me faisais agresser en tant que bébé, en tant que fœtus. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, j'aurais jamais pensé aller chercher et comprendre ces choses-là pas avant d'avoir lu le livre. Fait que, tu sais, c'est comme, OK, ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ça, il faut que je l'accepte. Parce que le passé, je peux pas le changer. Quand je l'accepte, puis je suis comme, OK, maintenant, je comprends qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer dans mon comportement, au lieu de repousser le monde, puis de pas faire confiance. Tu sais, comme avoir une méfiance qui est important parce que c'est pas tout le monde qui est gentil, c'est pas tout le monde qui veut du bien, mais d'être capable de voir la différence entre, OK, cette personne-là, elle veut me faire du bien ou cette personne-là, elle veut m'utiliser, puis de voir être capable de voir les green flags puis les red flags. Mm-hmm. As-tu déjà eu peur de devenir comme ta mère? Puis là, je parle de ta mère biologique. Là. Oui. Puis c'est drôle parce que quand, à 18 ans, mes parents m'ont mis dehors, mon père m'a dit, s'il te plaît, deviens pas comme ta mère. Puis tu sais, moi, quand je recevais ça, c'était comme un défi, mais en même temps, tu vas nous faire honte. C'est comme si on le sait que tu vas le devenir, fait que deviens-le pas, s'il te plaît, pour pas nous faire honte. Fait que là, j'étais comme, est-ce que je veux prendre ça comme défi ou je suis comme, est-ce que c'est une insulte en même temps? Fait que je comprenais pas. Puis j'avais tout le temps peur de devenir comme ma mère. Fait que tu sais, un moment donné, j'étais en manque de cocaïne à 19 ans. Puis j'ai décidé de rentrer dans un centre de danseuses. Dans un club de danseuses, puis je voulais danser. Puis j'ai jamais dansé de ma vie, ça aurait été le pire des shows. Puis là, j'étais comme, il me faut de l'argent, il me faut de la coke, puis je me donne un nom, puis je m'appelle Leila. Ils sont comme, OK, viens sur le stage. J'ai jamais dansé, je sais pas dans quoi je m'embarque, je suis juste en petite tenue. Puis au moment qu'ils appellent, je m'en vais en courant, en pleurant. Puis c'est là que j'ai compris c'était quoi ma limite. J'étais comme, OK, je veux pas devenir comme ma mère, je veux pas devenir une danseuse, je veux pas devenir une prostituée, je veux pas, tu sais, puis je suis pas en train de dénigrer ces filles-là qui font ce domaine-là. C'est juste que j'ai compris qu'il faut des fucking grosses balls pour le faire. Puis moi, j'ai peur que si j'apprends à passer par-dessus ça, je vais mourir. Puis il y a aussi une différence entre une travailleuse du sexe qui fait ça par choix et la travailleuse du sexe, comme toi, t'étais dans un état de manque. Mm-hmm. Tu l'aurais fait
pour survivre, puis pour la cocaïne. Pas parce que tu avais envie de faire ce travail-là. Parce que je suis une femme libérée puis que c'est ça que je veux faire. Il y a deux choses complètement différentes. C'est juste que moi, j'avais besoin de cocaïne. Puis j'étais comme, OK, une manière très rapide de le faire, c'est ça. Puis je me suis rendue compte, non, je vais devenir comme ma mère. Puis je veux pas devenir comme ma mère. Puis ta mère, elle, de ce que je comprends, c'était pas vraiment un choix. C'était pas son choix non plus. Agressée sexuellement par son père, sûrement qu'il était alcoolique. Quand ils sont venus ici au pays, elle l'a dit à sa mère a pas voulu la croire, puis elle a fait « Ah ouais, ben je retourne pas au pays avec vous, je reste ici. » Manque d'éducation, parlait pas la langue, est arrivée ici dans les rues d'Ottawa, puis il était juste comme « Bon, ben la prostitution et la drogue, c'est ça qui l'a, genre, sauvée, ou c'est eux qui ont pris avantage de elle, puis elle s'est retrouvée là-dedans toute sa vie. » Elle avait quel âge quand elle est restée ici seule? Je le sais pas. Tu le sais pas? Puis tu sais, au niveau... Parce que là, elle était comme un... Si ses parents partaient, elle était... Elle avait des papiers ici ou elle était comme... Je sais pas. Okay. Exactement. On savait pas. Puis, tu sais, c'est quelque chose quand même de vivre tous ces traumatismes-là, de... Tu sais, comme tu dis, là, tu t'es rendu jusqu'au bar de danseuse, tu t'es donné un nom, puis tu t'es sauvé. C'est... T'as vu ta limite à ce moment-là ou c'est plus tard que tu t'es rendu compte que ça, c'était ta limite, mais qu'à ce moment-là, t'as eu peur puis t'as dit « je me sauve ». Ça a vraiment été difficile parce que, tu sais, j'ai failli devenir danseuse puis je l'ai pas faite parce que je me suis dit « ah, ça, je vais devenir comme ma mère ». Mais j'ai fait de la prostitution. Mais pas de la prostitution comme que... Tu sais, on dit prostitution, tout le monde pense une fille avec un pimp sur le bord de la rue. Vraiment pas. Moi, je me suis prostituée avec des gars pour avoir une place à rester. Puis j'ai pas compris que c'était de la prostitution jusqu'au moment que j'étais adulte et sobre. Que j'ai compris qu'est-ce que j'ai fait, c'était de la prostitution. Tu sais, quand mes parents m'ont mis dehors, je couchais avec des gars juste pour avoir une place à coucher parce que j'étais dehors. Puis là, j'étais comme, je parlais de ma situation, j'étais comme, yo, moi, je vais dormir dans le parc ce soir, je sais pas où aller. Puis, tu sais, il était comme, ben, viens coucher chez nous. Comme, OK, mais là, tu sais qu'il va falloir quelque chose en échange. Là, il va falloir que tu me suces ou tu fourres ou tu fasses ça. Puis j'étais comme, OK, pas de problème. Eux, ils disaient ça, là. Clairement comme ça, là. Oui, tu sais. Puis des fois, c'était subtil, des fois, ça l'était pas. Puis, tu sais, des fois, je couchais avec eux, puis ils sont comme, bon, ben, tu peux pas rester ici. Puis là, je me retrouvais dans la rue. Puis là, j'étais comme, ben là, tu sais. Puis j'étais aussi... Je me vivais aussi beaucoup dans ma sexualité. Fait que pour moi, c'était pas un problème parce que je me sentais libérée, j'étais une femme. Pour moi, c'était une forme de contrôle, qu'est-ce que je vivais. C'est comme personne va me dire quoi faire, c'est moi qui va décider si je veux coucher avec un gars. Puis là, je veux coucher avec plein de gars, puis je l'ai fait. Mais j'ai pas compris que je faisais de la prostitution. Puis là, éventuellement, il y a un gars, on commençait à coucher ensemble, puis il est comme, bon, ben, t'as nulle part où aller, là. Ben, t'es rendu ma blonde. Puis j'étais comme, OK. Comme je veux pas être ta blonde, mais je vais le devenir. Puis comme je m'en vais à Montréal, tu vas me suivre. Je suis comme, OK. Fait qu'on s'en va à Montréal. Finalement, lui, il se fait évincer de son appartement. On est dans la rue, on fait du couchsurfing ici et là. On se retrouve à faire, à ramasser des pommes à Cornswall. Puis là, il m'a assez utilisé. Puis il est comme, moi, je veux pas la ramener à Montréal. Je suis tannée. Puis il y avait d'autres gars qui étaient là. Puis lui, il savait pas que j'étais là. Il y a eu une conversation entre deux gars. J'étais cachée comme dans un arbre, dans un champ de pommes. Okay. Les deux gars, ils ont fait comme, ben moi, le chum que j'avais actuellement, il est comme, ben moi, je veux pas la ramener à Montréal. Tu sais, je l'ai déjà assez fourrée, ça me tente plus de la voir, comme ça va être juste une trop grosse responsabilité. Toi, t'as vu-tu? L'autre gars, il a comme, ouais, moi, je m'en vais à BC, je vais la prendre, je la trouve cute. OK, parfait, ça va être ta blonde, je vais la fourrer ce soir pour une dernière fois. Puis après ça, tu vas pouvoir la voir. OK, pas de problème. Oh my God. Comme si c'était genre un meuble qu'on vend Exactement. sur Marketplace. Là. Puis j'ai vu ça se passer devant mes yeux, mais je comprenais pas. Je comprenais pas que c'était un trafic de prostitution, comme il m'a donné à l'autre sans mon accord. Puis, mais moi, dans ma tête, c'était juste, lui, il a vidé mon compte en banque, lui, il m'a utilisé, au moins, je vais me débarrasser de lui. L'autre, il a l'air quand même cool, il a l'air gentil, mais il l'était vraiment pas, là. Il m'a amené en enfer, lui aussi, là. Mais j'étais juste, au moins, je vais me débarrasser de lui, puis il vaut mieux que je le suis, lui, que je me retrouve toute seule dans la rue. Fait que j'étais comme, vaut mieux que je me prostitue avec un gars puis qu'il m'utilise comme qu'il veut que je me retrouve seule. Ah ouais. Puis, parce que là, tu sais, on parle un peu de trafic parce que, tu sais, je veux dire, lui, il voulait te donner à quelqu'un d'autre. Ouais. C'est un peu comme du trafic de personnes, là, mais c'était juste avec lui ou eux autres, ils voulaient t'envoyer des fois... Non, juste avec lui. OK. Puis, est-ce que finalement, tu t'es ramassée à y aller au BC? Oui, ou... j'ai été au BC avec ce gars-là qui faisait beaucoup d'acide. Il était très dangereux. Il faisait tellement d'acide qu'il se prenait pour Dieu. Comme si, admettons, j'avais mes pieds dans sa direction. Il était comme, ah, t'essayes de me contrôler. Tu peux pas avoir tes pieds dans ma direction. Tu sais, c'est comme à quel point il était fucké. Là. Okay. C'était juste, il me disait quoi faire, quoi dire, quoi penser, comment consommer. Puis, tu sais, éventuellement, on s'est retrouvés dehors. Puis j'ai été en situation d'itinérance dehors pendant 1 an.
en Colombie-Britannique. Puis éventuellement, lui aussi était comme, ben, je suis tannée, je te laisse. Puis là, j'étais toute seule. Fait que là, j'ai dû comme apprendre rapidement à comme fouiller dans les poubelles, puis à me faire de l'argent en ramassant des fruits, puis comme en ramassant des botches de cigarettes pour me rouler une cigarette avec 10 fonds de cigarettes, puis ces choses-là. Fait que tu sais, j'ai comme appris à survivre toute seule. Puis, ouais. Puis à ce moment-là, tu sais, t'étais beaucoup plongée dans la consommation. Tu pouvais pas travailler un emploi stable, exemple, je sais pas moi, dans une boutique ou quelque chose de même, là. Tu sais, à un moment donné, tu fais quoi? Tu sais, à part fouiller dans les poubelles, tu sais, faut que tu... Comme pour revenir ici, t'as fait du pouce? Ouais. Qu'est-ce qui... Ben, j'ai fait beaucoup de pouces pour me déplacer. Tu sais, j'étais jamais la genre de fille qui était de l'argent. Tu sais, il y avait des food banks, des banques alimentaires qui me donnaient de la nourriture. Fait que, tu sais, moi, je vivais dans la forêt. Fait que j'allais dans une banque alimentaire, je ramassais un sac à dos plein de nourriture. Puis les affaires qui devaient être restées comme réfrigérées, je les mettais sous la terre. Fait que, tu sais, j'avais comme mon approvisionnement de nourriture fraîche et non beaucoup d'affaires plus bonnes. T'sais, mettons, j'ai mangé de la viande qui était périmée puis j'ai eu de la grosse diarrhée. Ah ouais. Tu sais, j'étais comme, c'est de la survie. Puis j'ai mangé beaucoup de beurre de pinot. Ça m'a pris des années avant d'être capable de juste sentir l'odeur du beurre de pinot parce que ça me ramenait, j'avais un PTSD de beurre de pinot. C'est sûr. Puis, tu sais, dans des situations comme ça, parce que là, on a parlé du côté plus sexuel, tu sais, que toi, tu disais, moi, je veux d'être libre puis faire ce que je veux. T'as subi des gros traumatismes très variés aussi, là, tu sais, la consommation, le viol et tout ça. Des fois, il y a des personnes qui vont subir une agression puis qui vont tomber dans très fermé, beaucoup de blocages. Toi, dirais-tu que tu as tombé dans l'hypersexualisation? L'hypersexualisation aussi, parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils me disaient? C'est comme, tu dois être sexuelle, tu dois crier au lit, tu dois être bonne, tu dois faire ça. Tu sais, c'est comme, ils m'ont comme formée à devenir la fille qu'ils voulaient. Parce qu'ils disaient, OK, on va fourrer ce soir, puis les autres à côté dans la chambre, il faut qu'ils nous entendent. Tu sais, c'est comme, ils me donnaient des ordres. Ils me formaient à devenir cette fille-là, puis je comprenais pas, mais j'étais comme, pour moi, c'était ça de l'amour. Moi, je pensais que c'était ça, c'était l'homme, il va m'aimer si je fais tout ce qu'il veut. Oui, puis quand t'es sur l'emprise de quelqu'un, à un moment donné, tu te sens tellement dégradé, je pense. Ça devait être dur d'être capable de mettre ta limite ou de mettre ton pied à terre puis de dire comme, OK, non, ça, c'est trop. Est-ce que tu dirais que t'étais vraiment comme effacée? J'étais pas capable de dire non. J'étais pas capable J'ai appris à communiquer en étant abstinente. Fait que j'étais pas capable de dire non. Tu sais, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait « Ah, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il fait? » Mais j'avais tellement peur d'être dans le trouble, de me faire frapper, de me faire violer, de me faire mettre à la rue, de me faire donner par un autre gars, que j'étais comme, je faisais tout qu'est-ce qu'il voulait. Puis j'étais comme... Pour moi, j'étais pas une victime. Tu sais, j'étais comme, c'est ça la vie, c'est ça les relations. J'étais comme, c'est ça la norme. Puis j'imagine, là, d'avoir tombé dans toute cette consommation-là, t'as probablement pas été... tu sais, quand t'as sorti du secondaire, t'as pas été à l'école, là. Non. T'as continué. Fait que cette éducation-là aussi de comprendre, mettons, la vraie vie, puis les choses qui se font pas, puis les choses qui se font, ou, tu sais, de comprendre tes blessures, tu pouvais pas vraiment les trouver à ce moment-là de ta vie, ou des fois, est-ce que ça t'arrivait de dire, hey, telle situation, tu sais, je me sens pas bien là-dedans, est-ce que tu cherchais là-dessus, ou... Non. J'ai pas comme appris à penser par moi-même. Tu sais, j'étais juste très violente. Okay. Fait que, tu sais, quand il y avait quelque chose qui se passait, je me battais, pas nécessairement avec la personne avec qui j'étais, mais tu sais, je m'en prenais aux autres. OK. Tu sais, au lieu de, tu sais, hurt people. Tu sais, moi, je me faisais battre, je me faisais blesser, je me faisais agresser, ben je faisais du mal aux autres au lieu. Ouais. Puis... Tu dirais ton état mental là, dans tous ces moments-là, parce que là, tantôt, tu as parlé de TPL. Ça, est-ce que ça fait longtemps que tu es comme ça? T'as-tu été comme ça dès l'enfance? Ou mes premiers signes de problème de TPL, c'était pendant l'adolescence, puis mes parents comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, dans mon temps, il y avait pas, tu sais, j'ai 33, là, dans mon temps, il y avait pas de diagnostic TPL, il y avait pas de diagnostic TDAH. C'était juste, mettez-la sur le Ritalin, puis ça va passer, ou elle a besoin de faire du sport. Tu sais, il y avait pas cet encadrement-là. C'est juste différente, elle a besoin de dépenser son énergie. Puis, tu sais, mes parents, ils étaient tout le temps, non, pas de Ritalin, pas de si, on va l'inscrire à des cours. Mais, tu sais, je pétais des coches, puis j'étais jamais... Mon comportement était tellement comme up and down. Puis, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Puis, ils m'ont fait voir plein de psychologues. Puis, ils étaient sur le bord d'avoir un diagnostic. Au moment que j'ai eu 18 ans, j'ai fait « Peace, je m'en vais. Okay. » Tu sais, je m'en vais, je suis partie. Puis, eux,
ben c'est en fait eux qui ont fait, ben il faut qu'on se protège, il faut que tu partes. Si tu continues pas à aller chercher l'aide qu'on veut te donner avec les psychologues, on va te demander de partir. Puis ils étaient sur le bord d'avoir un diagnostic, tu sais. J'étais très difficile avec mes psychologues, j'en ai vu beaucoup, là. Puis moi, je rentrais dans la salle du psychologue, là, puis je les envoyais chier, là. Je suis comme, t'es un adulte, je te fais pas confiance. Tu sais, moi, j'ai eu un professeur au secondaire qui voulait m'agresser. Puis à partir de ce moment-là, moi, je faisais plus confiance aux adultes. Fait que soit psychologue ou un enseignant ou quelqu'un d'autorité, je te fais pas confiance, tu vas vouloir m'utiliser. Puis c'est seulement en étant en maison de rétablissement, j'ai fait une psychose. Après mon premier mois étant sobre, j'ai fait une première psychose. Puis là, j'ai été alternée dans un hôpital psychiatrique. Puis c'est là qu'ils ont fait mon diagnostic de TPL. Puis j'ai été capable de retourner en maison de rétablissement après pour continuer mon cheminement. Je me suis fait kicker out après un mois à cause que j'étais trop violente. Mais bon, après ça, j'ai appris de comme régler mon comportement. Puis j'ai fait tellement de recherches sur le TPL puis le TDAH que j'ai fait comme, OK, je comprends pourquoi je suis comme ça. Puis depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai vu c'était quoi mes patterns, j'ai vu comment régler ces choses puis de presque m'en débarrasser aujourd'hui. La différence entre le trouble de personnalité limite puis la bipolarité, je trouve que c'est quand même mince, là. Tu sais, moi, j'ai pas fait des recherches très poussées sur ces deux-là, mais est-ce que tu serais capable de me dire c'est quoi, mettons, qui distingue vraiment le trouble de personnalité limite? C'est pas la même chose. C'est comme des cousins. Ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont pas reliés ensemble. Tu sais, un trouble de bipolarité, c'est un débalancement chimique dans ton cerveau, puis tu as besoin de médicaments pour avoir une bonne vie stable. Okay. Tandis qu'un TPL, c'est que tu es une personne extrêmement sensible aux émotions. Tu n'as pas besoin de médicaments. C'est juste, tu es sur un roller coaster d'émotions, puis que quand tes émotions vont prendre le contrôle sur tes décisions. Puis c'est juste comme, mettons, je vais prendre le rejet très facilement, je vais vouloir rejeter les autres. C'est comme, mettons, je vais tout prendre personnel. Puis je vais tout le temps switcher d'un bord ou de l'autre. Si ça va pas à ma manière, je switch, je le prends personnel. Puis je vais juste être comme tout le temps, c'est this way or this way. C'est blanc ou noir, un des deux. C'est comme, c'est vraiment pas la même chose, mais ça se ressemble, mais c'est pas la même chose. Fait que pendant les années que tu consommais puis que t'étais un peu... parce que, veux pas, tu sais, t'as vécu une situation d'itinérance au BC, mais même avant ça, c'était aussi considéré un peu comme, tu sais, de l'itinérance cachée, là, dans le sens que, tu sais, t'avais pas de nulle part où aller puis tu devais donner des services à certaines personnes là, pour pouvoir avoir un toit. Tu sais, c'est comment de vivre ça? Parce que, tu sais, tes parents, je comprends qu'à un moment donné, eux se sont dit qu'ils voulaient se protéger. Mais est-ce qu'ils étaient au courant de tout ça à ce moment-là? Non, ils n'étaient pas au courant. Ils savaient vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, je racontais rien à la psychologue. Fait que, tu sais, on n'avait aucune communication, moi puis mes parents. La seule manière qu'on était capable de discuter, c'était par papier. OK. Ils écrivaient une lettre, ils le mettaient en dessous de ma porte de chambre, puis après ça, moi, je pétais ma coche. Puis quand mes émotions étaient redescendues, là, j'étais capable de leur écrire. Mais j'écrivais avec mes émotions. Tu sais, fait qu'on s'envoyait des lettres en dessous de nos portes de chambre. Mais à un moment donné, c'était comme, il n'y avait aucune communication. Dès qu'ils étaient comme, OK, ça sent-tu le weed, ça sent-tu ça? Puis j'étais comme, je les envoyais chier, puis j'allais dans ma chambre, tu sais. Ouais. Puis des fois, je partais de la maison, je prenais l'autobus pour aller à l'école. J'arrivais à l'école, mais j'allais pas dans mes cours. J'allais chez mes amis, fumer du weed, jouer à Mortal Kombat, puis on chillait toute la journée. Puis après ça, je retournais à l'école pour prendre l'autobus. Mes parents, ils ont tellement reçu comme d'appels en disant que j'étais pas là, qu'à un moment donné, ils ont juste fait « on n'appelle plus ». Mes parents, ils étaient comme, on le sait qu'elle n'est pas à l'école, on le sait qu'elle n'est pas là, on le sait qu'elle va couler son année, comme on le sait, comme à un moment donné, on a tout essayé, puis on sait plus quoi faire. Puis la période à 18 ans, là, quand t'étais dehors, là, sans toi, ça non plus, ils étaient pas au courant à ce moment-là. Non, ils étaient pas au courant. OK. Non, on n'avait aucune communication, je leur disais absolument rien. Là. C'était juste, dès qu'ils voulaient m'aider, c'était de la provocation. OK. Puis moi, j'étais violente, j'étais méchante, puis ils étaient juste comme, on essaye de t'aider, puis on sait juste plus quoi faire à ce point-là. C'est sûr aussi que pour des gens qui sont pas outillés, tu sais, quand, à un moment donné, on n'est pas professionnel dans tous les domaines, puis même si t'essayes, si l'autre personne veut pas s'aider, ça devient difficile. C'est ça. Le moment où est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai besoin d'aide, là, si on revient à la soirée où tu voulais te suicider, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé les voir puis t'as dit, là, j'ai besoin d'aide? Ouais. Eux, comment ils ont pris ça, là? Est-ce que ça faisait longtemps que tu les avais pas vus puis là, t'es apparu comme ça? Puis, c'est vrai de ça.
Raconte-moi ça. Ils étaient en train de se baigner, c'était l'été, c'était en juillet, ils se baignaient, puis j'arrive à la maison, puis je suis toute blanche, bouton, pas capable de respirer par le nez, puis là, j'arrive chez mes parents en pleurant, puis j'ai dit « Maman, papa, j'ai besoin d'aller en rehab. » Puis ils sont comme « C'est quoi rehab? » J'ai dit « J'ai besoin d'aller en maison de rétablissement. » Mes parents, ils ont fait « Enfin! Enfin, tu viens chercher de l'aide. Oui, on va t'aider. Oui, on attendait juste ça. » T'sais, mes parents, eux, ils s'attendaient à comme recevoir un appel un moment donné. On a trouvé votre fille morte dans un ditch. Tu sais, Oh comme my God. ils savaient plus quoi faire. Là. J'ai tellement... Ma mère, elle a tellement eu des nuits blanches en s'inquiétant. Là, elle était tannée. Mon père, il m'en a voulu pendant longtemps parce que je faisais souffrir ma mère. Puis il était comme... Mon père avait vraiment une dent contre moi pendant longtemps, avec raison. Puis là, maintenant, on a la meilleure des relations. On s'aime, on s'est toutes pardonné, puis on s'adore. Mais tu sais, avant, c'était comme... Fait que là, je suis comme, OK, j'ai besoin d'aide. À 26 ans, j'ai besoin d'aide. Fait que tu sais, ils m'ont repris chez eux. Ils ont dit, OK, tu viens chez nous, c'est à notre manière. Tu vas aller, on va aller voir le médecin, on va aller voir une psychologue, on va aller voir qu'est-ce qu'on a de besoin. Là, il fallait que je fasse mon détox d'arrêter. Puis j'ai sué, là, pendant 3 jours, j'ai sué, hallucinations, je capotais, j'avais mal partout, aux dents, aux cheveux. C'était comme... Fallait que je me libère de toute la drogue, la cocaïne, l'alcool que j'avais dans mon corps. Puis là, après ça, j'étais allée en maison de rétablissement pendant 1 mois. Puis, avant qu'on parle de la maison de rétablissement, ce moment-là de sevrage, là, ça a duré juste 3 jours? Ou... Ben là, je dis juste, mais sûrement que ça devait être l'enfer. Là. Les 3 premiers jours, ils étaient vraiment horribles. OK. Mais ça a continué. J'ai eu des nuits en sueur pendant des mois. OK. Comme le lit mouillé, là. Comme fallait changer les draps, mon pyjama, tout, là. Je suais ma vie. Puis comment tu gardes le cap, tu sais, de dire c'est ça que je veux, aller en maison de réhabilitation, au lieu, tu sais, de vouloir atténuer ta souffrance directement? Mais le détox a tellement fait mal, comme physiquement, a tellement fait mal que je me suis dit, ça vaut même pas la peine de recommencer à consommer s'il faut que je retourne à travers un détox de même. J'ai tellement eu mal physiquement partout, là, j'étais comme, non, je pensais que j'allais mourir. Ah oui? Littéralement, par terre, pas manger, pas boire, pas rien, puis j'allais mourir. Là. Moi, c'était comme seconde après seconde, puis j'ai été capable de m'en sortir, mais ça a été très, très difficile. Puis je me suis dit, ça vaut même pas la peine de juste recommencer juste pour passer à travers de ça. J'étais comme, non, si je consomme une fois, là, je meurs. Je me tue, je peux pas repasser à un autre détox, là. Puis tes parents, toi, ils t'ont choisi, là, dans le sens qu'ils ont choisi de t'avoir, puis d'avoir vécu toutes ces montagnes russes-là, mais d'être resté là, puis de vraiment avoir voulu t'aider jusqu'au bout, c'est vraiment... Ça prouve à quel point c'est vraiment tes parents, tu sais, dans le sens que non, mais ils ont voulu t'aider, tu sais. Mon père voulait me désadopter. Ah oui? Mon père il était tanné, il était comme... Puis j'en parle aujourd'hui dans mon humour, tu sais, j'ai comme... Tu sais, on peut pas désadopter un enfant. Comment je le sais? Mon père, il a fait des recherches. OK. Mon père, il a littéralement fait des recherches, il était prêt à me désadopter, il est comme, c'est fini, j'en peux plus. Ma mère est comme, non! Mon père, il commence à en caler ça, j'en peux plus. Puis... Là, aujourd'hui, il en rit, tu sais, je suis contente de pas t'avoir désadopté, mais c'est impossible de désadopter un enfant. Non, fait qu'ils ont attendu à mes 18 ans pour me mettre dehors, mais ils ont vraiment vécu l'enfer, puis ils m'ont adopté, mais mon père, pendant longtemps, là, j'en ai fait vivre des affaires, puis il était comme, non, avoir su... Mais en même temps, si t'étais pas tombée dans cette famille-là, non. Si t'avais été dans une autre famille d'accueil, à un moment donné, il aurait fait de la merde. Moi, j'avais plus elle, puis il t'aurait renvoyé. C'est ça. Fait que, veux pas, ils t'ont sauvé aussi d'une certaine façon. Puis, au moment, après ta détox, quand t'es rentrée en maison de réhabilitation, ça se passe comment là-bas? C'était intense parce que j'étais supposée rester là pour 3 mois. À cause de mon mauvais comportement, je me suis fait kicker out parce que moi, c'était dans un centre correctionnel. Fait que là, c'était comme le monde qui ont fini leur temps de prison, ils s'en vont là. Pourquoi que t'allais là? Parce qu'il n'y avait pas de place nulle part ailleurs. Okay. L'été, c'est la période où est-ce qu'il y a le plus de personnes en détox. Puis, quand moi, j'appelais partout en région, Gatineau, Ottawa, partout, tu sais, tout ce qui est gratuit, il n'y avait pas de place. Puis moi, j'avais appelé à La Chute. Puis La Chute, c'est un centre correctionnel qui accepte du monde du public. Fait que c'est soit du monde qui qui ont fini leur temps en prison, qui sont là comme pour faire une réhabilitation dans la vie, ou du monde qui viennent du public pour se rétablir, mais c'est tout du monde avec des problèmes de consommation. Et c'était un centre mix, fait que hommes et femmes. OK. Moi, quand je suis arrivée là, j'étais comme, je m'en vais dans un endroit où est-ce qu'il y a du monde qui ont été en prison. Fait que là, encore une fois, je me suis mis un masque. Puis je me suis dit, moi, je vais prendre le plus gros, le plus fort, je vais y péter à gueule, comme que j'ai vu dans tous les films de
Pour montrer que c'est toi la boss, là. C'est moi la boss. Tu sais, mes parents, ils étaient pas là. Ils m'ont mis à la porte, ils m'ont enregistré, ils sont partis. Moi, là, j'étais entre les mains des professionnels rendus là, puis je me battais avec tout le monde, là. Puis, tu sais, c'était mix, mais sur les 40 personnes, il y avait 3 filles, dont moi et 2 autres prostituées. Puis j'étais comme, nice. Fait que là, moi, j'étais comme tough, je me battais, je lançais des chaises, tu sais, j'étais comme... Oh mon Dieu, ouais, c'est sûr que c'était intense. Tu sais, puis tu sais, tu reçois des points de comme si tu fais pas ton lit, t'as un point. Puis tu sais, après, des avertissements, pas des points. Après 9 avertissements, tu te fais kick out. Moi, j'en ai eu 13. Ils ont été patients avec moi, là. Je faisais pas mon lit. Tu sais, il faut que t'as comme des cours. T'apprends à comme te regarder dans le miroir puis te donner des compliments, à avoir un journal intime, à t'ouvrir sur tes sentiments puis parler de toi-même. Puis, tu sais, c'est comme t'as des classes, t'as des heures, t'as des pauses, t'as un déjeuner, t'as un horaire à suivre, t'as des présences parce que c'est carcéral. T'as des présences. Si t'es pas là à ta présence, c'est un avertissement. T'as des tâches parce qu'il faut que tu réapprennes à vivre en société. Faut que tu laves une toilette, faut que tu fasses ton lavage, faut que tu laves les planchers, faut que tu fasses... Tu sais, t'as des ordres à faire, comme des choses. Puis c'est comme si tu les fais pas, t'as des avertissements puis tu t'en vas. C'est pour te donner une structure. Oui. Mais là, excuse-moi, ma question est peut-être bizarre, mais j'ai de la misère à comprendre comment tu t'es dit, OK, je veux aller en réhabilitation, de faire les appels par toi-même, mais finalement d'arriver là, puis comme de dire, je vire tout à l'envers. Ouais, c'est comme, je l'ai faite, mais il fallait que ça se passe à ma manière. C'est ça dans ma tête qui s'est passé. Je vais me rétablir, mais il faut que ça soit à ma manière. Fait que, tu sais, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. J'étais encore dans le comme moi pour me sauver. J'étais pas aussi ouverte d'esprit à ce moment-là. Tu sais, puis d'habitude, c'est comme femme avec femme, homme avec homme. Fait que même ma travailleuse sociale, ma psychologue qui était là pour m'aider, moi, je détestais les femmes parce que moi, les femmes, les figures féminines et maternelles, c'était une femme, ça allait m'abandonner comme ma mère. Fait que, tu sais, j'étais pas capable de, accepter mon côté féminin. Fait que j'étais très tomboy, j'étais très violente, j'étais très comme, je veux impressionner les gars, mais pas pour qu'ils couchent avec moi, pour comme I'm be one of the boys. Fait que tu sais, les filles, j'étais comme yo, c'est toutes des putes, c'est tout ça. Fait que c'est comme pour moi, c'était ça ma vision. Fait que j'étais comme, je suis pas comme elle, tu sais. En même temps, j'étais comme elle, tu sais. Je comprends. Mais fait que c'est ça. Fait que tu sais, je me suis fait une carapace pour essayer de m'en sortir. Mais en maison de rétablissement, j'étais supposée être avec une fille. Puis comme j'ai tellement manipulé le monde autour de moi que même ce fille-là, elle voulait plus travailler avec moi. Puis ils m'ont mis avec un gars. Ah ouais. J'étais très bonne manipulatrice. Puis là, tu t'es fait mettre dehors de ce centre-là. Il se passe quoi après ça? C'est là que ça m'a fait comme une claque au visage puis que j'ai réalisé, OK, j'ai littéralement mordu la main qui m'a nourrie. J'ai voulu m'en sortir, j'ai voulu mourir, puis j'ai voulu aller m'en sortir pour aller chercher de l'aide. J'ai été en maison de rétablissement, puis là, à cause de mon propre comportement, je me suis fait kicker out. Puis j'étais comme, oh, j'ai peur de reconsommer. J'ai peur de retomber dans la rue. J'ai peur de recommencer à faire ça. Puis j'étais comme, oh non, je l'ai vraiment comme... Je me suis moi-même mis dans la merde. Puis c'est ça qui m'a fait réaliser, OK, il faut que je change. Arrêter de consommer, c'est pas juste ça qui est important, c'est de travailler sur mon comportement. C'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais violente, puis pourquoi j'étais manipulatrice, puis pourquoi est-ce que la planète tournait autour de moi. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des meetings de narcotiques anonymes, puis de me faire des nouveaux amis parce que j'étais toute seule. Tu sais, moi, j'ai recommencé ma vie au complet, là. J'ai délité à 26 ans? À 26 ans. J'ai délité mon Facebook, j'ai délité tous les numéros, j'ai bloqué tout le monde qui consommait avec moi. Puis quand j'ai recommencé, j'avais juste ma famille. J'avais rien d'autre. Puis j'étais comme, faut que je recommence, faut pas que je donne accès à tel gars pour reprendre contrôle sur moi. Parce que quand je suis sortie de maison de thérapie, mon ex-dealer, il a essayé de reprendre une relation avec moi pour me reprendre. « Ah, t'es tellement inspirante, je vais moi aussi aller en maison de rétablissement. Tu sais que mon petit, son fils, il s'ennuie tellement de toi. Tu sais, il faudrait que tu reviennes. » Puis il essayait de me revoir. Puis j'étais capable de voir tout ça parce que là, j'étais claire, tu sais, j'étais comme non, tu m'auras pas parce que c'est plus toi qui me contrôle avec la cocaïne. Puis j'étais capable de dire non, ça marchera plus, puis je l'ai bloqué, puis j'étais allée chercher de l'aide en maison de thérapie, puis d'aller chercher voir des psychologues. Fait que tu t'es réinscrite dans une autre maison de thérapie? Non, j'ai fait des meetings. OK, des meetings. Puis tu as parlé de quelque chose que je trouve intéressant, le cercle amical. Puis je pense qu'à l'âge adulte, déjà, c'est quand même plus difficile de se faire des amis que quand, mettons, t'es à l'école, puis que tu fais des sports, puis tout ça. C'est comment de faire comme je suis vraiment seule au monde, puis de réussir à se refaire des amis à l'âge adulte? C'est tough, parce que là, t'es comme, est-ce que je suis si intéressante que ça? Tout ce que je dis, tout ce que je fais, est-ce que je suis bonne? T'sais, c'est pas juste comme quand t'es 2 amis au primaire, c'est comme, ben là, on est amis parce qu'on est voisins ou on prend l'autobus ensemble. C'est comme...
ma personnalité, elle a beaucoup à jouer là-dessus. Fait que t'es comme, qui suis-je? Parce qu'avant de me faire des amis, c'est comme, qui suis-je? C'est quoi que je veux vendre? C'est quoi qui est attrayant envers moi? T'sais, est-ce que je suis une mauvaise personne ou je suis une bonne personne? Fait que ça l'amène beaucoup à comme, j'aimerais ça avoir des amis, mais j'ai peur en même temps de me ramener vers des choses que je connais qui est juste des choses abusives puis violence. Fait que, tu sais, pendant longtemps, même en étant en rétablissement, j'ai sorti avec des gars qui étaient violents puis qui m'ont frappé. Ah oui. Tu sais, je comprenais pas parce que j'étais comme, ah, ce gars-là, c'est le genre de gars que je vais pour, mais je comprenais pas que c'était un pattern. Puis, tu sais, j'ai sorti avec des gars qui ont bu et consommé chez nous pendant que je disais que je voulais pas parce que j'étais en rétablissement, puis ils disaient non, c'est toi qui veux pas, tu devrais pas m'empêcher de consommer, puis qui m'ont étranglé, puis c'était juste comme... Dieu. Ouais, OK, il y a d'autres choses à travailler, là. Mais t'as quand même été bonne de garder le cap puis de pas consommer, malgré le fait que des gens consommaient devant toi. Au niveau de ta santé mentale aujourd'hui, là, ça ressemble à quoi? C'est stable, c'est bien. Je suis encore en train de figurer beaucoup de choses, surtout sur l'abandon puis les relations. Tu sais, c'est comme, je suis célibataire, mais là, j'ai vécu une mini-séparation avec un situationship. Puis, tu sais, là, je suis tellement dans le « je sais qu'est-ce que je veux » que je le demande tellement fermement que si t'es pas capable de me le donner, je te veux plus. Ouais. C'est comme moi, je veux une relation stable parce que j'en ai jamais eu. Fait que là, j'ai tellement appris sur l'amour, sur les relations. C'est comme, c'est quoi l'amour? C'est parce que moi, je pensais que c'était ça, l'amour. Là, maintenant, ça a changé ma vision. Fait que là, je suis comme, on dirait que je sais tellement qu'est-ce que je veux que je suis tellement comme trop rough avec les gars. Tu sais, que je donne plus de chance aux gars de comme fuck up en même temps. Puis c'est plate parce que il y a ce côté-là, mais il y a l'autre côté aussi que quand j'aime un gars, je fais de la codépendance, puis je fais de la dépendance affective, puis je peux tout y pardonner qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Mais je me vois dans mon comportement, je suis comme non, Gabi, comme s'il n'est pas capable de te donner qu'est-ce que toi tu veux, juste de la sécurité, d'amour, puis d'être capable de dire oui, c'est ma blonde, c'est la chose la plus simple, de pas être un secret, c'est comme tu devrais te respecter. Arrête d'être patiente pour un gars qui est pas capable d'être en relation avec toi. Si toi, c'est ça que tu veux, puis toi, t'es prête, pourquoi tu devrais être patiente pour lui quand lui, il est pas prêt? Ouais. Fait que, tu sais, je suis encore en train d'apprendre beaucoup de choses parce que je suis tellement dans le potentiel de, OK, ben la codépendance, je vais le sauver. Tu sais, lui a été blessé, mais moi, j'en ai fait de la thérapie. Puis moi, j'ai vécu tellement de choses que je suis comme, ben moi, je connais la réponse. Fais juste travailler sur toi. Mais c'est comme un peu hypocrite de dire à quelqu'un qui est blessé, travaille sur toi, c'est simple. Ça l'est pas. Ça l'est pas. Travailler sur soi, peu importe ce que tu as vécu dans la vie, c'est jamais simple. Fait que j'essaie d'être super empathique, comme que des fois, je peux être full empathique, puis des fois, je peux me déconnecter sur comme c'est tellement simple, fais juste travailler sur toi, puis c'est comme c'est là que je me perds. Parce que je suis comme, fais juste voir un psychologue, fais juste voir ci, puis j'ai comme plus de patience avec les hommes, c'est ça qui est plate là-dedans. Fait que je suis encore en train de comme trouver mon juste milieu là-dedans. Puis relationnellement, que ce soit dans des nouvelles amitiés ou dans des relations amoureuses, t'arrives quand même avec un très gros bagage. Oui. Est-ce que des fois, ça fait peur aux gens? Tout le temps. Même amicalement? Je me fais pas beaucoup d'amis dernièrement. Là, j'ai mon cercle d'amis, puis un point, c'est tout. J'ai des connaissances. Mais tu sais, c'est soit qu'il y a du monde qui me trouve tellement inspirante, qui veulent être dans ma vie à cause que je suis inspirante, mais je suis comme, mais je suis pas juste inspirante, tu sais. Non, absolument. Puis il y en a des gars qui tombent en amour à cause de mon passé. C'est comme, ton passé il est tellement inspirant. Je suis comme, oui, je comprends, c'est impressionnant à tes yeux, c'est beau. Il y a des gars qui vont l'accepter, comme qu'il y a des gars comme, je vais jamais être capable de te présenter à ma famille. Je vais jamais être capable de te présenter à ma mère. Si t'as fait de la prostitution, je pourrais jamais dire ça à ma mère, tu sais. Je suis comme, je comprends, pas de problème. Mais quand il y a des gars qui sont comme, ton passé il est tellement inspirant, ça, je suis comme, je comprends, ça aussi, c'est cool, mais c'est pas juste ça. Non, puis c'est parce qu'à un moment donné, c'est de où tu viens, mais aujourd'hui, tu n'es plus comme ça. C'est ça. Puis il faut que les gens puissent faire quand même la part des choses. Fait que, tu sais, si la personne, comme tu dis, n'est pas capable de te présenter en tant que sa blonde à cause de ton passé, ton passé ne définit pas ton présent si tu choisis qu'il le définisse pas. C'est ça. C'est comme ils sont pas capables de tout accepter ma vie, puis tout mon passé. C'est comme, ah oui, je t'aime, t'es cool, je veux être avec toi, mais on dirait qu'ils sont comme pas capables de tout accepter parce qu'il y a beaucoup de bagages dans mon histoire. Oui, puis tu sais, je veux dire, t'es encore très jeune, puis d'avoir vécu tout ça, il y a des gens qui passeront jamais 1/1000 de ce que t'as vécu. C'est sûr que pour certains, ça peut faire peur, mais en même temps, tu te caches pas, puis ça, je trouve ça beau parce que je me dis, tu montres qui tu étais et qui t'es devenu grâce à ça. Ben, grâce à ça. Oui, non, c'est grâce à ça, oui. On va pas l'enlever. Non. Puis comment que ça se passe au niveau de... Tu sais, depuis que tu es officiellement sobre, là, comment ça se passe? As-tu des moments où est-ce que
t'as eu envie d'une rechute? Ben, pas envie, mais que ça a Oui, été difficile? que j'ai eu envie de consommer. Mes premières années étaient très, très difficiles. Tu sais, j'ai fait du meeting à tous les jours. Je me suis fait des nouveaux amis qui étaient sobres, qui étaient en rétablissement. Tu sais, je me suis entourée de monde. Tu sais, je sortais pas dans les bars. Je faisais attention. Tu sais, j'ai vraiment toutes fait les choses que je devais faire pour me garder en sécurité. Je sortais pas où est-ce qu'il y avait de l'alcool. Je consommais pas de la bière sans alcool dans mes débuts. Tu sais, c'est vers mon 4e et 5e anniversaire de sobriété que j'étais comme, OK, je suis prête à commencer de l'alcool sans alcool, du 0.0. Mais j'avais tellement peur, je vais consommer ça avec mes amis pour voir si mon comportement il change parce que j'ai peur. Est-ce que ça va me changer? Est-ce que ça va être comme une rechute ou quelque chose? Fait que, tu sais, j'y ai été très tranquillement. Puis là, aujourd'hui, c'est comme, tu sais, je fais des shows d'humour dans des bars, entourés de monde qui sont sous, avec des humoristes qui aiment prendre une bière, puis qui vont sur la scène. Puis c'est comme, maintenant, ça me fait plus rien. Mais parlons-en de ça, parce que ça, moi, je trouve ça... mettons, d'un œil extérieur, je me dis, mon Dieu, tu t'en vas te mettre les pieds exactement où est-ce que c'est le grand danger. Là. C'est comme, c'est le panneau écrit danger qui flash, puis toi, tu te dis, ah ouais, j'y vais. Là. Ouais. Comment tu deals avec ça? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est-tu vraiment que t'es rendu ailleurs dans la vie, puis tu fais comme, Je suis garde? vraiment ailleurs dans la vie, mais je me respecte beaucoup. Fait que, tu sais, s'il y a une soirée que, mentalement, je vais pas bien, je vais annuler ma performance. OK. Je vais dire non. Ce soir, c'est pas une bonne idée que je sorte. C'est pas une bonne idée. C'est comme, regarde, c'est une petite gig, je vais faire un 5-10 minutes. Je vais appeler Yo ce soir mentalement, là. Je vais pas aller me mettre dans la merde. Je vais pas me mettre autour du monde qui consomme. Il faut que je m'occupe de moi. Je vais prendre un bain, je vais me faire un match, je vais écouter un film que j'aime. Je vais me coucher tôt, puis demain, ça va aller mieux. Ouais. Parce que je peux pas, comme, avoir une émotion de culpabilité qui va m'amener à mon propre détriment. Mais non. Tu sais, je suis comme, non, fait que je me respecte tellement aujourd'hui que comme quand que je sens que mentalement je suis instable, je me retire. Ben, tu fais bien parce que il y a rien de plus important que ta sobriété. Fait que faut pas que tu ailles te mettre dans une situation qui pourrait t'amener à rechuter. Ouais. Puis, mis à part le fait de... Parce que là, c'est ça, on l'avait pas mentionné tout à l'heure, mais tu travailles en humour. Mis à part là, les contextes de bar, est-ce que ça t'est arrivé que des gens te proposent de consommer ou les gens sont au courant puis... Premier show, premier 5 minutes que j'ai fait, OK? Je parle de ma sobriété, je dis que je suis sobre, là, je parle de sexe, blablabla. Sexe, c'est facile, c'est drôle. Tu sais, j'étais pas prête à parler de moi, de mon plus deep. J'étais comme, mes 2 premières années, j'ai juste parlé de sexe parce que c'est la chose la plus facile pour comprendre c'est comment l'humour. Je dis que je suis sobre puis je parle de sexe. All right, cool. Tout de suite après, il y a des shots qui s'en viennent de mon côté. Des gars, ah ouais, on t'envoie des shots, t'étais drôle, t'étais bonne. J'étais comme, vous avez rien compris, hein? Vous avez juste compris le côté sexe. J'ai trouvé ça tellement drôle. Je suis comme, je vais donner ça aux autres, tu sais. Puis là, ils sont comme, mais c'est juste pour ce soir, hein, tu sais. C'est comme, tu peux boire, là, t'es en rétablissement, t'es en contrôle. Je suis comme, non, je vais jamais être en contrôle. Mais non. Tu sais, puis des fois, là, je suis tellement à l'aise de parler de toutes les choses que j'ai vécues. Là, je vais dans le deep des choses, mais avec un œil qui est absurde et de l'autodérision, puis je ris de moi dans mon passé, puis des affaires absurdes que je vois. Puis tu sais, des fois, je finis le show, je parle avec du monde, puis un vieux monsieur, il était comme, il était bon ton personnage de l'ancienne droguée, hein? C'était pas un personnage. C'est ma vie. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu. C'est, pour de vrai, t'as pas l'air de ça. Ben oui, puis là, je sors la photo. Mais non, c'est toi, ça va? Je fais, ouais, c'est moi, ça va. Mais c'est vrai que quand on te voit aujourd'hui, tu sais, je veux dire, on dirait jamais que t'as vécu tout ça, puis je pense aussi que des fois, pour certaines personnes, d'entendre tout ça, tu te dis, ça se peut pas que quelqu'un passe des choses aussi terribles, autant de choses, tu sais. Une chose, tu peux dire, hey, c'est vraiment pas drôle, ça y est arrivé, mais comme, on dirait que ça n'arrête pas de s'accumuler, les trucs, depuis le début qu'on parle, puis je suis comme, ça n'a pas de sens. Je pense que j'ai gagné un concours à quelque part, là, j'attends mon prix. Mais des fois, peut-être que les gens aiment mieux s'imaginer que c'est des jokes, justement. Ouais. Pour pas se dire, hey, quelqu'un a vécu ça pour vrai, là. Puis, tu sais, dans mon humour, qu'est-ce que j'ai appris? C'est qu'il faut que je rende le monde tellement à l'aise qu'il se donne le droit de rire à ma malchance. Puis ça, c'est un art que j'ai dû apprendre parce que c'est pas facile, parce que je peux pas être aussi poignarde puis aussi vraie. Il faut que j'aille vraiment comme dans l'illusion puis que je sois pas aussi vraie. Parce que, tu sais, je fais des conférences dans les écoles puis je parle de ma vie. Puis là, j'en parle, tu sais, dépendamment de l'âge. Des fois, je vais aller dans le plus profond, des fois, je vais aller à la surface. Mais quand je fais de l'humour, il faut que je me détache de la réalité puis de qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que, tu sais, des fois, je vais comme raconter de... Ça leur a été comment de vivre avec une mère prostituée? Tu sais? Voici les avantages d'avoir une mère prostituée. Comme, qui veut entendre ça?
Tu sais, c'est de l'absurde. Fait que, tu sais, là, j'engage là-dedans, puis le monde dit, ben voyons donc, tu sais, mais j'ai jamais vécu avec ma mère biologique. Mais je vais explorer ce côté-là pour en rire. Ouais. Tu vois, tu dis qu'il faut que tu mettes les gens à l'aise pour qu'ils puissent rire de tes malheurs, mais ça me fait rire parce que moi, je suis vraiment une personne qui a de la misère à rire des malheurs, OK? Dans le sens que j'ai le gros syndrome du sauveur, là, dans la vie, là. Et moi, je viens tellement émotive quand j'entends des histoires terribles là, qui est arrivé à quelqu'un. Puis il y a un film qui est sorti il y a quelques années. Pour faire exprès, le titre m'échappe, là, mais ça parle de l'histoire des nazis, OK? Puis ça ridiculise un peu ça, ce qui est arrivé. Okay. Et les gens sont dans la salle, OK? Et les gens rient. OK. Puis le monde trouve ça drôle parce que c'est justement dans l'absurdité là, absolue. Là. Dans le fond, c'est un petit gars de 5-6 ans qui s'imagine que son meilleur ami, qui est son ami imaginaire, est Hitler. Puis là, les gens rient de ça. Puis moi, je suis dans la salle de cinéma puis je pleure. Puis j'ai tellement de la peine parce que je me dis comment qu'on peut rire d'une chose aussi horrible qui est arrivée, tu sais. Comment toi, t'arrives à rire de ça? Est-ce que t'en ris réellement ou oui, j'en ris parce que comme l'humour a tout le temps été là parce que pour moi, c'est comme un mécanisme de défense, l'humour. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de mal, je vais vivre mon émotion, je vais être fâchée, je vais être triste, je vais pleurer. 2 secondes après, mon cerveau, il dit, ben, quelque chose de drôle se passe. Tout le temps, là, il se passe quelque chose, je me fais rejeter ou whatever, puis il y a tout de suite mon cerveau qui embarque avec une joke. Je pense que je suis fuckée à vie, moi, pour dire, penser des affaires aussi stupides et connes que ça, mais c'est drôle. Mon cerveau le fait automatiquement, puis j'étais comme, OK, il faut que j'explore ce côté-là de mon cerveau, tu sais, parce que je dédramatise la chose, mais aussi, toute cette histoire-là, elle m'appartient, puis c'est à moi de voir à quel point je veux en rire, puis ça montre aussi à quel point que j'ai fait la paix avec mon passé, si je suis capable d'en rire. Oui. Puis, tantôt, tu sais, je te demandais s'il y a des choses qui te trigger. Ça arrive-tu d'avoir dans le quotidien, là, mettons, t'écoutes une émission puis tu vois quelqu'un qui consomme, ou ça arrive-tu de faire comme, hey, là, tu sais, faut que tu fasses quelque chose d'autre pour te ramener à la réalité? Ouais. Dans les débuts, justement, tout ce qui était musique avec la consommation, ça me triggerait. Tous les films avec de la consommation, ça me faisait un trigger aussi. Quand j'ai recommencé à faire de la cuisson, de la popote, puis qu'il y avait du bicarbonate de soude, puis ça faisait une ligne de poule, j'étais comme, oh mon Dieu, non, j'ai de la cocaïne sur mon comptoir. J'étais comme, je tombais dans un tremblement, puis j'étais comme, non, comment ça, il y a de la poudre, comment ça, il y a de la poudre, puis j'étais comme, c'est du bicarbonate de soude, je viens de déposer la boîte, je comprends. J'étais donc il y a plein de choses, puis au fur et à mesure que je vis ces traumatismes-là, je les accepte. Tu sais, je suis tellement rendue bonne à accepter tous mes traumas puis toutes les choses qui se passent que mon processus d'acceptation, il se fait rapidement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des conférences, à te dire que tu voulais aller sensibiliser les autres? J'ai un ami qui m'a dit « Gabi, il faudrait que tu fasses des conférences. » Puis j'étais comme « Ouais, faire des conférences? » Il dit « Oui, t'as un gros passé, tu devrais le partager, t'as tellement de choses à dire, puis ça pourrait sauver des vies. » Puis j'étais comme « OK, whatever, je vais commencer à regarder là-dedans. » Puis j'ai vraiment comme tombé en amour sur les recherches sur la dépendance, puis le cerveau, puis les drogues, que j'étais comme, OK, je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce que la cocaïne fait au cerveau. C'est quoi le cycle de dépendance dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe à ton cortex préfrontal, à ton cerveau exactement à ce moment-là? Comment est-ce qu'il y a une différence entre du monde qui peuvent consommer et ne jamais perdre leur maison, puis il y a du monde qu'ils consomment une fois, puis ils vont tout perdre au complet. Fait que, tu sais, vraiment comprendre la différence entre les deux choses, puis j'étais comme, j'aime ça, j'aime apprendre. Tu sais, moi, avant, j'étais comme, je pensais que j'étais conne. Je pensais que j'étais pas intelligente, tu sais. Puis là, j'ai commencé à lire des livres, puis j'ai commencé à m'éduquer, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime ça, mon cerveau, il miam, tu sais, j'aime ça. Sur la sociologie, la psychologie, puis j'étais comme, oh my God, j'ai manqué ça toute ma vie. Je suis super intelligente, puis plus que j'en apprends, plus que mon cerveau, il se nourrit, puis c'est super bon. Puis j'étais comme, oui, j'ai vécu quelque chose de super horrible, puis oui, je peux sauver des vies. Puis, tu sais, je suis pas là dans le côté, justement, pour sauver des vies, mais juste que si ça peut changer et motiver la vie de quelqu'un, une seule personne, j'ai fait ma job. Absolument. Le fait aussi, je pense, surtout à l'adolescence, d'entendre ça de quelqu'un d'autre qui n'est pas ton parent. Parce que quand tu entends quelque chose de ton parent, fais pas ça, c'est dangereux. La majorité des gens vont vouloir... Puis là, je dis ça, mais... Tu sais, moi, comme je te disais tantôt, j'ai pas été dans la consommation du tout, mais... Moi, ça m'a juste jamais intéressée, tu sais. Sauf que, fais pas ça
si c'est ton parent qui te le dit, souvent, les gens vont faire comme... Moi, je veux le faire, parce qu'on m'a dit de pas le faire. Puis je l'explique dans mes conférences, tu sais, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous êtes jeune, vous allez vouloir essayer. Ma conférence, elle n'est pas moralisateur. Puis je leur explique, moi, si je vous dis de pas peser sur le gros bouton rouge, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis tous les élèves, on veut peser dessus. Exactement. Moi, je suis ici pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, les erreurs que j'ai faites, quand j'aurais dû aller chercher de l'aide puis que je l'ai pas faite, puis pourquoi ça m'a amené à un point de non-retour puis un bas fond. Puis voici toutes les drogues, je vous les explique. La cigarette, la vape, l'alcool, les superstimulants, les hallucinogènes, les superstimulants, les opioïdes. Puis je leur explique qu'est-ce que ça fait dans le cerveau, pourquoi on a envie d'avoir cette stimulation dans le cerveau, qu'est-ce que ça crée, de la dopamine, de l'endorphine, de la sérotonine. Puis je leur explique ces choses-là. Puis je leur explique aussi que leur cerveau a un super pouvoir puis qu'ils sont capables de créer ces substances-là normales dans son cerveau. Tu vas faire du sport, tu vas te faire masser, tu vas tomber en amour, tu vas faire de la guitare, tu vas faire apprendre une nouvelle langue. C'est toutes des choses que tu es capable de faire par toi-même au lieu d'aller consommer. Puis les dangers aussi que tu sais jamais qu'est-ce que tu consommes. Oui. Tu sais, moi, j'ai arrêté la drogue avant que le fentanyl fasse autant de ravages. Puis je suis contente d'avoir arrêté avant parce que j'ai arrêté. Puis là, boum, fentanyl, tout le monde parlait de ça, plein d'overdoses, tout le monde est mort. J'ai vu beaucoup de monde mourir autour de moi qui était dans la consommation. Puis j'étais comme, waouh, une chance que j'ai arrêté en temps parce que moi, penses-tu que j'achetais mon baggy puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans avant de le... Non, mais non. Non, tout de suite dans mon nez, là. Comme, fait que c'est ça, il faut comprendre que le dealer, il va l'acheter, il va vouloir le couper pour faire un profit, puis tu sauras jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis j'explique aux jeunes aussi, moi, si je te donne une pilule qui vient de sortir de ma poche, tu vas pas la prendre, right? Non, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, puis tu me fais pas confiance. Mais si ton ami fait exactement la même chose, tu vas la prendre parce que tu y fais confiance. Mais tu penses que ton ami, elle l'a pris de où? Ouais, puis là, les enfants commencent à comprendre. Puis, est-ce que ça arrive que des jeunes viennent te voir puis ils te parlent de leurs expériences? Oui, beaucoup, beaucoup. J'ai tout le temps un moment, tu sais, dans les écoles ou dans les centres ou peu importe où est-ce que je vais, tu sais, des fois dans des églises ou, tu sais, dans toutes sortes de centres que je vais, j'ai tout le temps un moment que je reste 15-20 minutes pour parler aux jeunes puis j'ai tout le temps une ligne. Ah oui. Une ligne de jeunes. Des fois, là, je suis restée, là, j'avais une conférence qui commençait à 7h puis je suis restée là jusqu'à 11h30. Ah ouais. Parce qu'il y avait tellement de jeunes qui voulaient me parler avant. Puis des fois, c'est pas pour eux qui ont un problème de consommation, c'est leurs amis, c'est leurs parents. J'ai une fille qui est venue me voir et comme moi, j'ai perdu ma cousine l'année passée parce qu'elle s'est suicidée puis ça me fait chier. Puis si seulement elle aurait entendu ta conférence, je suis sûre que ça y aurait sauvé la vie. Puis j'étais comme oui. Oh my God, tu vas me faire pleurer. Mais j'étais comme, c'est juste ça. C'est juste ça que je veux faire. Je pense qu'on a beaucoup... mettons, notre génération... en descendant, là, en montant, pardon, je pense qu'on a beaucoup caché aux enfants des choses. Dans le sens que, oh, on ne dit pas ça, tu sais, parle pas de sexe, parle pas de consommation, parle pas, il est trop jeune ou, tu sais, c'est un bébé. Ouais. Puis, je trouve que d'amener ça aujourd'hui puis de dire les vraies affaires, là. Parce que, tu sais, un enfant, puis là, tu sais, un enfant ou un ado, là, tu sais, qui te demande quelque chose, ils sont pas fous, là. Ils le voient. Ils ont accès à tout aujourd'hui sur Internet. Je veux dire, ils sont au primaire puis ils savent très bien c'est quoi une relation sexuelle, là, tu sais. Fait que viens pas me dire qu'il est trop petit. T'es mieux de lui dire la vraie information que de le bourrer de niaiseries que finalement, c'est pas vrai puis qu'il va aller chercher son information sur n'importe quel site pas fiable. Ouais. Fait que ta conférence, je trouve que c'est tellement un beau moyen de sensibiliser sans justement faire la morale. Non. Et ça ne vient pas d'un parent, ça vient de quelqu'un de l'extérieur qui te montre des choses troublante qu'elle a vécue. Fait que ça peut les sensibiliser à dire « Hey, moi, j'ai pas envie de vivre ça. » Puis je pense vraiment que ça devrait être obligatoire, ce genre d'intervention, conférence-là dans les écoles. Mais tu sais, ils ont des intervenants qui ont soit des bacs là-dedans, tu sais, en toxicomanie, en criminologie. Tu sais, il y a des écoles qui ont des contrats, puis moi, je me suis souvent fait refuser par les écoles parce que, justement, ils ont signé un contrat qu'ils doivent seulement s'associer avec eux, puis je trouve ça un petit peu dommage. Fait que je vais plus vers comme les centres jeunesse au lieu, parce que c'est surtout les centres jeunesse que c'est des jeunes qui ont besoin d'aide qui vont là. Mais c'est ça le problème avec les écoles, c'est que oui, ils ont du monde de l'école qui vont leur apprendre qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur livre, mais moi, je l'ai vécu. C'est ça. Puis je l'ai vécu, puis j'étais en rétablissement pour le montrer, puis tu sais, je leur explique aussi, tu sais, prenez pas la chance de jouer à la loterie parce que c'est seulement 2% du monde qui s'en sortent. 2% du monde qui sont capables d'arrêter de consommer pour le reste de leur vie puis d'être heureux. Puis 2%, c'est tellement
minime. Là. C'est ça. Tu sais, c'est terrible quand tu penses à ça, de tous ces gens-là qui ont besoin d'aide, mais qui sont pas capables d'aller le chercher ou qui veulent juste pas parce qu'ils pensent que c'est ça qui va les rendre heureux, c'est la consommation. Puis, tu sais, comme tu dis, oui, ils ont peut-être quelqu'un qui a fait un bac, mais pourquoi les deux ne pourraient pas cohabiter? Tu sais, la personne qui a fait le bac, qui a les connaissances pour intervenir, mais la personne qui l'a vécu puis qui peut partager son histoire, ça pourrait très bien être les deux, là, tu sais, dans le sens que je dis pas que les gens qualifiés peuvent pas répondre, tu sais, même s'ils l'ont pas vécu, tu sais, ils ont les compétences, mais je pense que ça serait beaucoup bénéfique d'avoir des conférences de ce genre-là là, dans les écoles pour aider les jeunes. Là, toi, dans le fond, là, je pense que tu peux vraiment être fière de ton parcours. Je pense qu'aujourd'hui, t'es complètement une autre personne que la personne que t'as été. Est-ce que des fois, tu trouves ça difficile de traîner un si lourd bagage? Oui et non. Je regrette rien dans ma vie parce que si je regrette quoi que ce soit, je regrette la personne que je suis aujourd'hui. Je suis totalement en acceptation de qui je suis, puis je suis très fière, puis je suis très forte aujourd'hui. Mais des fois, quand je suis dans le processus de guérison, puis que je réalise une nouvelle chose sur mon passé, je me dis « Caroline, pourquoi moi? Pourquoi moi, j'ai passé par là? Pourquoi est-ce que ma mère, elle m'a fait ça? Pourquoi est-ce que cet homme-là, il m'a... Pourquoi moi? » Puis des fois, c'est comme « Ah, man, j'en ai vécu des choses. » Puis des fois, je suis juste comme « Pourquoi? » Puis il n'y a jamais personne qui sera capable de me répondre à cette question-là. Puis ça, c'est la question que des fois, je suis comme, j'aimerais ça avoir la réponse. Pourquoi moi, j'ai passé à travers de tout ça? Mais je suis comme, un jour, quand je vais être au ciel, tu sais, Dieu va être comme, c'est à cause de ça. Je suis comme, OK, merci, cool. Mais aujourd'hui, tu continues quand même ton travail sur toi d'une autre manière, dans le sens que là, tu t'es sorti de la consommation, mais tu dois continuer de rester sobre. Est-ce que tu continues à faire des thérapies? Est-ce que c'est quoi que tu fais concrètement pour garder le cap, là? Je vois ma psychologue régulièrement. Tu sais, que j'en ai besoin ou j'en ai pas de besoin. J'essaie de la voir régulièrement. Des fois, je fais des meetings de narcotiques anonymes. Je m'entoure de monde qui consomme pas. J'ai des amis qui consomment aussi, puis ça me dérange absolument pas. Mais tu sais, dans les soirées que je me sens un petit peu moins, justement, « Ah, ce soir, je sors pas avec toi. » Ou que je vais sortir, tout le monde boit. Je suis comme, « Ah, sais-tu quoi, il est 10 heures? Ah, juste 10 heures? Ouais, moi, dodo. » Tout le monde commence à avoir un QI qui commence à descendre. Là, je suis comme, je me retire. Merci pour la soirée. Je m'en vais. Non, mais la soirée, fait juste commencer. C'est correct. Mais moi, je me reste, je m'en vais. Je lis beaucoup de livres. Je suis très intéressée sur le psychologique, sur la sociologie, sur les émotions, sur les traumas. Tu sais, je veux écrire mon propre livre sur ma biographie. Puis ça va m'amener à un autre niveau de thérapie. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, tu sais, que j'ai déjà commencé à écrire quelques mots, quelques phrases, quelques pages... C'est un début, mais comme des fois, c'est comme je m'écris à moi-même, je me pardonne à moi-même pour toutes les choses. Tu sais, je m'accorde ce pardon-là, puis c'est vraiment difficile. Puis ce livre-là, la journée que je vais être capable de le publier, ça va être comme le plus gros de mes accomplissements. Parce que à travers toutes ces choses-là, je vais revivre toutes les choses que j'ai vécues. Puis il y a des choses, des fois, que je me rappelle pas. J'ai tellement vécu des gros traumatismes que mon cerveau, il l'a enlevé de mon cerveau. Ouais. Ma mémoire, je m'en rappelle pas. Puis à chaque fois que, comme, OK, il faut que j'explore cette chose-là, il y a quelque chose qui unlock, puis je suis comme, oh, ça, je l'avais oublié. Parce que j'ai tellement vécu un traumatisme intense que je voulais plus m'en rappeler. Fait que ça va vraiment être un long processus. Puis j'y vais à mon temps, à mon étape, à ma manière, tranquillement, une page à la fois. Mais c'est ça, c'est d'y aller doucement puis de pas me forcer. Tu sais, mon livre, il peut être prêt dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ça va prendre le temps que ça prendra. Exact. Il y a pas d'urgence pour ça. Puis là, tu as parlé que tu as des amis qui consomment tout ça. Est-ce que tu te sens quand même respectée par ces personnes-là? Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme, ben là, mon Dieu, ton mode de vie est rendu plat, tu sais. Mais est-ce que tu trouves ça vraiment plat? Parce que, tu sais, mettons, moi, mon mode de vie, là, c'est ce que toi, tu fais en ce moment, là. Puis je trouve pas ça plate du tout, là. Ouais, mais tu sais, j'ai des amis qui boivent pas. J'ai des amis que eux, l'alcool, ça les a jamais intéressés, comme que j'ai des amis ils sortent à tous les soirs ou à toutes les fins de semaine. Puis des fois, j'essaie d'aller dans leur soirée puis dans leur affaire. Puis tu sais, j'en ai une amie que j'adore beaucoup, là. Des fois, elle est comme, Caroline, t'es plate, tu sais. Je suis comme, non. C'est pas... Oups, j'ai dit son nom. Je peux tu sais, c'est juste qu'à sa manière, à sa vision, ça peut avoir l'air plate parce qu'elle voudrait que j'aille du fun à sa manière. Mais j'ai du fun, mais à ma manière.
Tu sais, puis comme je l'adore, puis je l'accepte dans son party, dans ses affaires, mais tu sais, des fois, elle est tellement comme... Elle veut que j'aille du fun à sa manière. Ouais. Tu sais, c'est comme, mais j'en ai du fun. C'est ça. Tu sais, j'en ai du fun, puis j'aime être à côté de toi. C'est juste qu'à un moment donné, pour me protéger, je vais faire, bon, ben, je pars, je m'en vais, tu sais. Puis des fois, elle va le prendre personnel. Puis c'est juste qu'elle m'aime, tu sais. Puis je l'aime beaucoup, puis en tout cas, là, j'ai dit son nom, là. Ben, non, mais je peux le biper, comme je te dis, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, je trouve que c'est bien quand même, tu sais, que tu sois capable de te respecter là-dedans, puis de mettre ta limite, parce que t'as pas été capable de la mettre avant. Tu sais, tu t'es fait beaucoup jouer par les autres. Ouais. T'as quand même flippé complètement, là, tu sais, d'être capable maintenant de dire non, tu sais, puis c'est assez. Je pense que c'est un des très bels accomplissements que t'as en dehors de ta sobriété, là. Gabi, je te remercie. Merci infiniment beaucoup. Pour tes partages, ta vulnérabilité. Franchement, je suis vraiment touchée par ton histoire, puis j'espère que les gens vont avoir apprécié l'épisode autant que moi. Je vais mettre dans la description les réseaux pour te suivre, mais aussi des ressources d'aide pour ceux qui pourraient en avoir de besoin. Merci. Merci.